Bonjour à tous, bienvenue à Equilibrium, le podcast où on parle de cinéma en essayant de dépolariser les opinions. Ce podcast s'inscrit sous la bannière d'Arcalux, dont 3 membres sont avec nous aujourd'hui. Ben, tant plus 2 membres et demi à matin, parce qu'on a un de nos membres qui a malheureusement contracté un rhume. Donc, un peu de la misère. Alex Marchand, bonjour. Bon matin. Sébastien Vaillancourt, bonjour. Salut. Et moi-même, votre hôte Samuel Larivière, qui espère que vous allez passer un bon moment en notre compagnie. Cette semaine, on aborde tout ce qui est film nanar, mais aussi tout ce qui est film mauvais. C'est-à-dire qu'on va essayer de définir qu'est-ce qui fait d'un film un film mauvais, mais aussi se donner une espèce de valeur étalon de elle est où la différence entre un navet et un nanar. Donc, pour ça, aujourd'hui, on a 2 invités. Jean-Daniel Barre, bonjour. Bonjour, bonjour. Merci d'être avec nous. Et Victor Colt en remplacement d'une invitée. Donc, Victor, merci de te joindre à nous sur une short notice comme ça. Pas de problème, merci de m'avoir encore invité. Donc, Jean-Daniel, si tu peux commencer à nous dire un peu ton background, d'où tu viens, pourquoi est-ce que tu es à l'émission aujourd'hui? Eh bien, c'est très simple. J'ai aucune formation en cinéma, mais j'adore les films de merde, puis vous l'avez remarqué, donc je suis là pour défendre l'indéfendable ou le caler encore plus. Parfait, c'est ce qu'on a de besoin. Toi, Victor, ta relation par rapport au mauvais film Navet Nanar? Je t'avouerais, j'ai un peu un point de vue un peu particulier parce que je pense que je suis une des rares personnes sur la Terre qui n'arrive pas à apprécier un nanar en tant que tel. Oh, ok. C'est un truc qui m'horripile vraiment. Pourtant, je sais qu'on peut leur reconnaître plein de qualités, des gens qui essaient de monter un film en mode système D avec rien comme budget, mais je sais pas, quand les acteurs sont pas formés, quand les effets spéciaux sont pas bons, quand l'histoire est débile, c'est un truc qui m'exaspère et j'ai du mal à apprécier l'expérience devant un nanar. Donc, t'as pas aimé The Room? Je l'ai jamais regardé en entier parce que je me suis contenté de voir des reviews et ouais, des films comme The Room, je me dis ouais, un best-of en 20 minutes, ça irait, parce que avoir les 1h30 d'un film comme ça, je pense que je m'arracherais les cheveux, vraiment. Je t'avoue que c'est un peu difficile par moment. Toi, Sébastien, ton avis par rapport au mauvais film Navet Nanar, c'est quoi ta relation avec ça? Ben, c'est sûr que même si la qualité des fois reste un peu à désirer, comme Colt a dit, effets spéciaux, tout ça, j'ai l'impression que ça devient un peu une espèce de sous-genre en lui-même, les films de nanar. Si tu sais que le film va être un peu mauvais au début, j'ai l'impression que tu peux comme te déconnecter et comme accepter le fait que tu vois la perche ou que les acteurs sont pas bons. Donc j'aime ça. Parfait. Toi, Alex? Moi, les nanars, là, j'ai l'impression qu'il y a une certaine qualité quand la personne ne sait pas qu'elle est en train de construire un nanar, quand le réalisateur ne le sait pas. Donc, ouais, mais autre que ça, non, il y a des choses que je pardonne pas. Mais on va en parler tantôt, ça va être drôle un peu. Là. Parfait. Pour ma part, je dirais que tout ce qui est film navet, j'ai beaucoup de difficultés avec, pour la simple et unique raison que, ben, on va s'entendre, là, c'est pas le fun de regarder un film qui est clairement pas bon, mais pas bon dans le sens qu'il n'y a même pas de qualité redeemable sur le plan justement du nanar. Tandis que des nanars, c'est comme, des fois, je vais un peu me faire chier en les écoutant, mais je vais quand même trouver un certain plaisir à voir cette espèce de train wreck-là se passer sous mes yeux. Donc voilà. Ah, et aussi, je tiens à souligner, pour ceux qui nous regardent sur YouTube, bonjour. Premier épisode qu'on filme. En Oui. principe, si vous nous voyez en ce moment, si tout a bien fonctionné, malheureusement, on peut pas voir Alex par manque de caméra. Donc, voilà, bonjour. J'existe. Ouais, c'est ça. C'est la voix de Dieu qu'on entend, le régisseur. Donc, les gars, je vais vous starter directement sur une question. Selon vous, est-ce qu'il y a un moyen, de manière complètement subjective, de définir un bon film d'un mauvais film? Parce qu'on entend beaucoup ces termes-là, que ce soit la semaine dernière, on a parlé des Oscars, par exemple. T'as des films qui sont vraiment, ils se font vraiment des prix, puis à l'inverse, t'as aussi les Razzies, qui sont les prix des pires films. Mais comment est-ce qu'on définit ça, un bon film d'un mauvais film, à la base, sachant que l'art, ça peut être subjectif? Ben, ça dépend. Faut aussi, comme vous avez parlé énormément des acteurs, si c'est des acteurs qui jouent, qui sont juste mauvais tout le long puis que c'est pas voulu, ben objectivement, on peut pas dire que c'est une bonne job. Mais pour le reste, je veux dire, traitement de la caméra, etc. Tu sais, je vais prendre un exemple, OK? Je vais prendre l'exemple, écoute, un exemple connu, Transformers. Ah, ouais. Transformers, tout le monde s'entend pour dire que c'est pas un très bon film. Que ce soit le premier ou ses suites, mis à part Bumblebee qui a été assez bien reçu. Donc, à l'extérieur de ça, OK? Si on oublie, disons, l'acting assez médiocre. Passable. Ouais, ça, assez médiocre dans le premier film. Pourquoi est-ce que Transformers reçoit autant de haine, autant de critiques, et que d'autres films à gros budget, comme disons les Avengers, eux, reçoivent beaucoup de praise, à l'inverse?
parce que Transformers, c'est vide. C'est des gros robots qui se tirent dessus sur du Linkin Park, tandis que Avengers, il y a un thème derrière, là. Ah, c'est vrai, je suis supposé le défendre. Écoute, tu peux pas ça aller- conclut l'émission. Hein? Non, mais je vous pose la question, là. Est-ce qu'il y a vraiment une manière, de façon complètement subjective, de définir un bon film d'un mauvais film, là? Bah, je vais te répondre qu'il y a plusieurs. En fait, il y a des manières parce que, en fonction de différents aspects qu'un film présente, tu vas avoir différentes catégories de personnes qui vont se servir de ces aspects-là pour le définir en tant que mauvais film. Tu as parlé des radis et tu as quand même des bons films qui finissent au radis, mais Ouais. on dirait que le critère de sélection des radis, c'est ceux qui font des énormes flops en salle. Ouais. Donc, même eux sont conscients de ça, de se dire que un film est raté à partir du moment où personne n'allait le voir. Mais quelque part, ça le rend un peu ce film-là ridicule. Pourtant, il a des qualités. Pour ma part, j'ai l'impression que peut-être que c'est pas un élément aussi vital que je le pense, mais j'ai l'impression que le budget joue un grand rôle. Le réalisateur a mis la barre où? C'est comme tu regardes les Transformers, on dit que Transformers c'est mauvais. Fait que c'est mauvais parce que tu sais, c'est du gros budget, des gros effets spéciaux, tout ça. Mhm. Mais le film est un peu mauvais. Tandis que quand tu regardes un film, mettons, borderline étudiant, tu dis, bon, ok, il y a peut-être comme ça, on va laisser passer ça, ou ça n'est comme plus acceptable quand le budget est plus lourd. Je pense que c'est surtout comme ça qu'on définit un nanar. C'est que c'est un film qui a un budget très très limité. Et les qualités qu'on va lui reconnaître, c'est d'avoir su se débrouiller en mode système D, de devoir trouver des décors. Je prends un exemple, un film qui s'appelle Mega Piranha, qui est une horreur à regarder, mais force est de constater qu'il y a quand même beaucoup de solutions qui ont été trouvées pour que le film ait quand même une espèce d'allure un peu respectable. Je pense qu'il y a un moment, il y a une scène de base militaire qui est tournée dans une espèce de raffinerie de pétrole, faute de moyens de trouver un décor adéquat, mais voilà, je trouve que ce qui est toujours louable dans ce genre de tournage, c'est quand même de faire fonctionner son cerveau à 1000 km/h pour enfin trouver des solutions passables et construire un film avec peut-être juste l'argent de poche que tu reçois à Noël. Ben, je suis pas un expert en budget, ok? Je pense que ça veut rien dire au final, parce que si on prend Barouti, qui est un film qui a quand même été... on a Patrick Swayze qui joue dedans, on a plein de bons acteurs, clairement qu'il y a eu un budget derrière ça, mais tu regardes le film, puis c'est très proche du nanar, là. Je veux dire, un doorman qui fait du kung-fu, qui a un bac en philosophie... qui se fait complimenter par tout le monde, même le méchant, puis tout ce qu'il trouve à dire, c'est « Non, je suis pas si hot que ça. » Et moi, c'est ma définition d'un nanar. Je veux dire, j'adore ce film-là, mais on peut pas parler de chef-d'œuvre, là. Donc, la différence entre nanar et navet, à ton avis, elle serait plus au niveau du scénario? Ce serait plus au niveau de si t'es capable d'aimer le film, même si c'est un peu cheesy, Ok. ou si tout le long, tu te fais chier. Ok, ouais. Mais justement, pendant qu'on est là-dedans, là, regarde, on va définir clairement là, la différence entre un navet et un nanar. Parce que on a beau dire, ok, dans le fond, c'est un navet qu'on peut apprécier les mauvais côtés, mais plus que ça, là, on va rentrer un peu plus dedans, parce que je trouve que c'est très en surface de dire ça. Parce qu'il y a des films que, disons, justement, j'en reviens aux Transformers, il y a des gens qui apprécient de façon non ironique Transformers. À ce moment-là, est-ce qu'on classifie de nanar? Non, parce que ça reste quand même qui suit pas des codes propres au nanar. Donc, qu'est-ce qui fait d'un film, justement, un nanar ou un navet? Est-ce que c'est l'opinion publique? Est-ce que c'est vraiment dans le film qu'il y a certains éléments qui viennent faire OK, moi, je suis nanar, moi, je suis navet? Je pense, c'est quoi, selon toi, la différence entre un nanar et un navet? Genre? Ben, écoute, si j'avais à te donner ma définition personnelle, je te dirais qu'un navet, c'est un mauvais film qui a été fait dans l'optique de vraiment, comment je dirais, de fonctionner, mais sur une base très ordinaire. C'est-à-dire, justement, je prends Transformers, je prends Twilight, par exemple. C'est des films qui voulaient fonctionner au niveau commercial, des gros budgets d'Hollywood, etc. Des nanars, je vois ça plus comme des films qui ont essayé de fonctionner sur une base de « je suis un réalisateur qui n'a pas une scène ». Je vais essayer de faire un film de façon très sérieuse, très éthique et artistique, et je me plante sur un temps, mais solide, sauf que je l'assume pas et je sors quand même mon film. Ok. C'est un peu ça comme je pense entre autres au vieux film de Ed Wood, que ça a été un réalisateur hyper prisé dans les années 60 pour ses films justement comme Plan from Outer Nine ou quelque chose comme ça, là, je me souviens pas du titre exact, mais que le film a été absolument détruit par la critique, sauf que c'est un nanar parce que le gars a fait ça par pur amour de ce qu'il voulait faire. Il n'y avait pas d'idée vraiment tant commerciale derrière ça. Il a fait ça par amour et il s'est complètement planté, mais il l'a comme pas assumé sur le coup. J'aime beaucoup ta définition, mais tu sais, moi, avec mon esprit simple, j'aime beaucoup voir ça avec les termes qu'ils utilisent, tu sais.
Un nanar, c'est quoi? C'est un petit bonbon, ça goûte bon. Puis un navet, ben, je connais pas grand monde qui aime les navets. Puis c'est peut-être parce que j'ai pas déjeuné un matin puis pensé à de la bouffe, ça m'amène à ce raisonnement-là. Mais je crois qu'au final, même si ta définition est bonne, je pense que ça reste toujours la personne, comment elle goûte le film, que ça va leur donner soit l'étiquette nanar, soit navet. Mais j'aime bien l'idée qu'un navet, c'est juste quelqu'un qui se plante quand il y a tous les moyens. Puis un nanar, c'est quelqu'un qui essaye malgré les difficultés. Bah, je trouve que un nanar, en fait, ça va être un film qui a un peu l'influence des séries B ou des séries Z qui se sont produits. C'est-à-dire, tu vas encore quand même avoir un côté très dérisoire, pas seulement dans les moyens de tournage, mais aussi un peu dans les aspects de ton scénario et de l'histoire que tu veux raconter. Tu parlais d'Ed Wood, justement. En fait, je voulais simplement dire qu'un nanar, ça a ces aspects-là où ça va pas forcément partir des genres cinématographiques plus classiques. Tu parlais de The Room, c'est vrai que The Room, ça se qualifierait comme un drame. Mais je pense que un nanar va plus taper généralement dans des registres comme aventure, science-fiction ou horreur. Ouais. Si on regarde, disons, Birdemic aussi, qui est un autre nanar relativement connu, là, c'est The Birds en 2008, je crois, qui a été fait, sauf que on dirait que ça a été fait avec des effets moins bons que The Birds en 1963. Donc, il y a un petit problème là-dedans. Des acteurs aux fraises. Ah ouais, vraiment. Là, écoute, parlant des acteurs, justement, ça m'amène à mon prochain point, en fait. Dans les navets, les nanars, souvent, les acteurs, ils sont pour beaucoup. Sauf que je trouve qu'il y a une grosse différence entre la manière dont les acteurs vont influencer chacun des deux films. C'est-à-dire que un nanar, un acteur va jouer dans un nanar, tu sais de base que sa carrière, il y a des très grandes chances qu'elle décolle pas, ou si elle décolle, ça va être pour continuer à faire du nanar. Je pense entre autres à toute la gang de The Room, que les autres films dans lesquels ils ont joué par la suite, c'était des films par rapport à The Room, ou dans un futur proche, un film que Tommy Wiseau va refaire aussi, qui se veut un nanar, tout simplement. Mais les personnes qui jouent dans des navets, je pense entre autres à Robert Pattinson et Kristen Stewart de Twilight, ok? Leur carrière a quasiment été complètement rasée dès le début à cause de ces films-là. Parce que leur acting dans ces films-là était, disons pour être gentil, subpar. Passable. Ouais, c'est ça, passable. Mais dans les faits, quand on regarde aujourd'hui, Robert Pattinson s'est fait une très belle carrière en jouant dans des films indie, et Kristen Stewart continue à faire des films sur le side et être bonne dans certains rôles, moins bonne dans certains qui sont plus commerciaux. Donc, est-ce qu'en quelque part, ces films-là viennent pas faire le contraire du nanar? C'est-à-dire que le nanar, t'as pas de carrière en tant que tel, tu fais juste jouer dans le film parce que why not? Tandis que le navet, t'essaies d'avoir une carrière et tu te la fais détruire par une mauvaise prestation dans un mauvais film qui est commercial et donc qui est vu par la masse. Mais j'aurais une théorie là-dessus pour le cas de Robert Pattinson. Parce que oui, on s'entend que personne veut engager le vampire de Twilight parce qu'ils ont peur que les gens démolissent leur film. Mais quand on y pense, le gars, il a fait tellement d'argent qu'après ça, il a pu se concentrer sur des projets vraiment très indépendants où ce qui fait pas nécessairement d'argent. Puis on n'en entend pas nécessairement parler. Oh oui. Mais je me demande si ce genre de film-là, ça l'a pas sorti de sa zone de confort, puis ça fait de lui un acteur incroyable qui va maintenant être le futur Batman. Je veux dire, ça lui a peut-être donné justement l'opportunité d'aller chercher le bagage qu'il avait besoin. Ouais, ben t'amènes un bon point au niveau de l'argent parce que je pense entre autres à Shia LaBeouf qui a fait la même chose avec Transformers. Là. Shia LaBeouf a joué dans certains films de Transformers pendant un bout, puis aussitôt que ça a été fini, il est parti, il s'est mis à faire ses trucs à lui, des pièces de théâtre, etc. Puis on a découvert un gars pas mal plus flyé que ce qu'on aurait pu penser à la base. Là. Tu parles de Twilight comme l'avait, mais en même temps, moi je me rappelle quand Twilight c'était cool. C'était extrêmement populaire quand même. Ben oui. Ouais, il y a vraiment une notion de masse avec les gens. Là, un nanar, et pas un navet. Non, excuse-moi, un navet. On peut le déterminer surtout parce que je pense que quand il y a des millions de personnes qui la regardent et que c'est du spectacle, je pense à Transformers, quand il y a du succès par les millions de gens qui l'écoutent, je pense que même s'il est mauvais ou pas, le film il existe beaucoup plus qu'un nanar. Là. Je pense qu'on peut pas vraiment mettre mode puis qualité dans le même paquet. Je pense qu'on se rappelle tous d'une époque où on portait des coupes longueuil puis qu'on avait un pinch mou. Ça, on peut pas vraiment parler de succès. C'est juste que c'était la mode. Okay? Ben on s'en rappelle parce que nos parents nous en ont parlé, pas parce que nous autres on était en vie, heureusement. Mais moi, je me rappelle de photos, là. J'endors plus la nuit. Ouais. Mais oui, en effet, là, c'est vrai qu'il y a une différence à faire entre la mode, sauf que je trouve que c'est un très bon point de dire l'argent, est-ce qu'elle a un certain rapport justement dans notre définition de navet et nanar? Parce que c'est dur de dire d'un film que c'est un échec
quand il y a du succès commercial. Je pense entre autres justement à Twilight, c'est un très bon exemple. Est-ce que Twilight est un échec? Non, parce que commercialement, ils ont fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'argent. Mhm. Tandis que tu regardes le film en tant que tel, et il n'y a pas énormément de qualité ce film-là. Là. Même, je suis pas tant sûr qu'il y en a. Ben, ça leur a inventé le mythe du vampire, en bien ou en mal. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un exemple très perspicace que tu prends avec Twilight parce que on voit les défauts très apparents qu'il y a avec ces films, mais au niveau justement du casting et des carrières qui auraient pu être potentiellement ruinées, ce qui est marrant de voir, c'est que tu as Kristen Stewart et Robert Pattinson qui ont fini par faire carrière comme ils le souhaitent maintenant à Hollywood, mais tu as l'autre gars, son nom Taylor Lautner. Ouais, Ouais. lui, c'est l'inverse qui lui est arrivé. Donc, au-delà du fait que ces films sont pas bons, ça leur met pas à leur avantage, ils ont su quand même trouver, peut-être petit à petit, des projets un peu plus décents, je vais dire. Et Ouais. enfin, je vois Robert Pattinson qui, en 2012 ou 2011, a reçu le scénario de Cosmopolis de David Cronenberg. Il s'est dit, mais what the fuck, qu'est-ce qui m'arrive? Et qui, justement, a pu starter sa carrière là-dessus. Je pense qu'il y a aussi des acteurs comme Anna Kendrick qui étaient dans Twilight, puis qui ont percé aussi après. Ouais. Mine de rien, je pense que ce qui est important pour peut-être plus un acteur que les autres techniciens du cinéma, c'est que quand tu fais un projet qui soit décent ou pas trop, mais peut-être pas à la limite du ridicule, une fois que tu as assez de notoriété parce que des gens vont regarder ce que tu as fait, ça te permet de starter ta carrière et du fait que tu vas dire du coup que tu peux montrer tes qualités d'acting pour le coup, mais aussi du coup ça te permet de pouvoir lancer ta carrière à partir de ça. Ouais. Fait que dans le fond, la question, c'est pas si... Est-ce que les gens vont l'aimer? C'est plus, est-ce que les gens vont le voir? Parlez-en bien, parlez-en mal, mais parlez-en. Exactement. Ouais, sauf que ça, est-ce que c'est un choix conscient des acteurs? Moi, c'est la question que je me pose. On n'a pas d'acteurs autour de la table, on n'est pas en relation avec des acteurs connus. Mais est-ce que vous pensez que ces gens-là vont d'un choix très conscient dire « Ok, je sais que le film va être mauvais, mais je m'embarque dedans pareil pour l'argent. » Disons le film Mark Wahlberg. Parce que Mark Wahlberg, c'est exactement ce qu'il a fait avec un des Transformers. Je sais plus lequel, il y en a à peu près 20 000. Le 4. Le 4, donc... Le 5 Connoisseur. Peut-être les deux. Mais je sais que Mark Wahlberg a joué dans un des Transformers il n'y a pas si longtemps que ça. En fait, oui, ça fait quand même un bout, mais dans ma tête, ça fait pas si longtemps que ça. Donc, qui a joué dans un de ces films-là, en sachant très bien que le film allait être mauvais, mais qui savait qu'il allait se mettre plein les poches avec ce film-là. Il a dit que le film allait être mauvais? Ah oui, il l'a reconnu en entrevue par après. Il a dit Ok. Je sais que. Mais un instant, je veux pas qu'on me poursuive pour diffamation, mais Mark Wahlberg, là, a jamais été connu pour, disons, sa droiture morale. Ouais. Je veux dire, si on remonte au début de sa carrière, il avait pas été genre un pusher, puis il avait presque aveuglé un gars parce qu'il devait de l'argent. Fait que je veux dire... Oui, c'est vrai que c'était un peu un douchebag qui jouait les caïds. Il y a cette histoire où il a une altercation avec un épicier, oui, puis qu'il lui éclate un bâton dans la face. Voilà. Je sais pas si le mec... Enfin, je sais pas, c'est un peu confus et je pense qu'il y a plein de gens qui ont réécrit un peu cette histoire aussi. Oui, c'est un mec qui part un peu d'un... Il voulait avoir une vie de racaille, il s'est ramassé en prison, de là ça l'a aidé un peu à réaliser certaines choses, puis en tôle je crois qu'il commence un peu à avoir des cours de théâtre, puis du coup c'est là qu'il se découvre peut-être une passion pour le cinéma. Mais c'est vraiment ce qui lui est arrivé. Oui, mais ça, c'est la prémisse d'un excellent nanar, ça. Mark Wahlberg le film, ouais, pourquoi pas. Sa biographie. Ah, ça, c'est- Est-ce que vous êtes au courant de sa carrière de rappeur, surtout à Mark Wahlberg? Marky Mark. Ouais. Ouais. J'ai adoré ces vidéos, ce qui apprend à des bonnes femmes de 40 ans à se remettre en forme avec du fitness. Là. Ça, c'est comme la carrière de musicien de Charles Manson, on n'en parle pas. Mais elle est moins présente quand même. Je veux dire, t'as des traces du travail de Mark Wahlberg en tant que musicien. Charles Manson, ça reste un peu plus délicat. Charles Manson a quand même fait un album. Là. Oh, ouais. je savais pas. Tant qu'il l'a pas appelé l'album blanc. Alright. On va se recentrer un peu sur ce sujet, mais messieurs, c'était bien agréable, là, mais écoute, toute cette discussion, c'est niaiseux à dire, cette discussion à propos de Charles Manson m'amène sur un autre point, ok? Ah ouais? Oh oui, tu vas comprendre le lien bientôt, ok? Les navets, les nanars, ben en fait, surtout les navets, ok? Je sais pas pour vous, je vais vous donner mon avis tout de suite. Je crois qu'il y a un certain manque d'intégrité artistique lorsque tu décides de réaliser un navet. Dans le sens que, justement, Twilight, Transformers, tu sais que c'est facilement pour faire de l'argent. Même chose, je vais donner un exemple, là, Garfield, le film, ok? Tu sais que tu vas faire de l'argent, que le film soit bon ou mauvais.
En sachant ça, est-ce qu'il y a un certain malaise qui se fait lorsque il y a un navet qui est réalisé avec une situation qui est vraiment un peu plus houleuse? Puis là, je parle d'un film qui est sorti l'année dernière, qui est Le fantôme de Sharon Tate ou quelque chose du genre, qui parle justement du meurtre de Sharon Tate par la famille de Charles Manson, mais qui parle carrément dans des trucs de fantômes, etc. Puis le film s'est fait démolir par la critique, s'est fait critiquer, mais solidement, dans le sens que c'est pas très éthique selon les gens. Donc, est-ce qu'il y a un moment où on dit « OK, non, on stoppe ». Ben, je pense pas que l'équipe qui a réalisé ce film s'est dit on va faire un navet. Parce que quand tu veux faire un film mauvais volontairement, mais tu dis ça va attirer les foules, je pense que tu mets le budget derrière. On parle de navets quand on a parlé de blockbusters comme Twilight, Transformers, parce que mine de rien, tu sais que tu vas avoir des images où quand tu vas faire ta bande-annonce, tu auras plein de money shots qui vont être intéressants puis qui vont séduire le public. Mais là, ce film dont tu parles, c'était un film un peu fauché. Je revois le trailer dans ma tête, c'est vrai que c'était assez scandaleux. Je pense que tu avais quelqu'un qui s'est dit non, ça peut être sympa, ça peut être intéressant que je prenne une histoire glauque qui est arrivée, qui a profondément marqué les Américains, et je fais un film, puis je tourne une dimension un peu métaphysique en parlant de fantômes, un délire très perché qui n'a pas été reçu parce que le film est peut-être vraiment mal branlé, mais pour moi, je pense pas que volontairement tu es un réalisateur qui se dit non, je vais faire un film pour amasser de l'argent. Je pense que tu as un producteur qui, autour d'une table, a tous ses scénarios d'adaptation, quoi que ce soit, puis qui se dit là, il y a moyen qu'on attire les foules. Ouais, je crois qu'ils y croient pour vrai. Les gens qui s'occupent de ces films-là, je pense qu'à quelque part là-dedans, la direction croit vraiment au film, que c'est pas juste pour l'argent en faisant ah ben ouais, ça doit être une bonne idée. Là. Puis je pense en fait, mettons, là, si je reviens sur Twilight, il y a des fanfics de Twilight. Il y a des gens, il y a une fanbase, il y a des gens qui veulent écouter ça pour vrai de vrai. Je pense à JD qui écoute religieusement les frères Scott. Là. Il y a des gens qui écoutent religieusement, faut pas exagérer. Une fois aux 4 ans. Non, mais tu parles de fanfic, puis oui, il y en a une fanfic qui a même été adaptée au cinéma, Fifty Shades of Grey. C'est une fanfiction de Twilight. C'est ça. Fait qu'il y a vraiment un désir, puis il y a vraiment des gens qui veulent écouter ça pour vrai, je pense. Ouais. Mais ouais, c'est un peu comme tu parlais des acteurs des fois qui vont volontairement jouer dans un film qu'ils savent que ça va pas très bien marcher. Mais j'ai l'impression que faut être vraiment bon pour s'investir dans la création d'un film, ou ben non, comme pour jouer en tant qu'acteur dans un film. Donc, en quelque part, il y a une espèce de passion, une espèce de flamme. Puis s'il n'y en a pas, j'ai l'impression qu'il faut être comme vraiment un habitué du cinéma. Parce que même si, comment on va se dire, réaliser un film à gros budget, c'est pas tâche facile. C'est pas quelque chose que tu te dis, je vais faire ça juste pour faire du cash, ça va parler. Donc, quelque part, il y a une espèce de flamme créative quand même, je pense. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que quand les exécutifs d'Hollywood reçoivent dans leur studio le 20e scénario pour un Transformers, ils regardent ça et ils disent « Ouais, cette fois-là, ça va être un bon film. » C'est Michael Bay qui le réalise pour la 20e fois, mais cette fois-là, même si les 19 autres fois d'avant, le film a été complètement démoli par la critique, on le fait pas pour l'argent, non, on le fait parce qu'on croit qu'il y a une chance d'aller aux Oscars. C'est ce que vous êtes en train de me dire, parce que si oui, je vais vous dire tout de suite, vous me bullshitez, messieurs. Non, mais pas entièrement, là. Pour reprendre l'exemple de Michael Bay, est-ce que vous avez vu son dernier film, Six Underground ? Non. Ben, le faites pas parce que c'est abominable. Mais non, je trouve sincèrement que déjà, je pense qu'il avait une carrière un peu en descente parce que les Transformers sont. Même s'il y avait. Ouais, t'avais du public un peu au rendez-vous, mais je pense que ça faisait pas autant le buzz que les 3 premiers. Ouais. Donc là, il avait un contrat pour réaliser un blockbuster pour Netflix qui est très bizarre, mettons. Mais avec un casting plutôt attrayant, je veux dire, il y a Ryan Reynolds, Mélanie Laurent, Dave Franco qui jouent dans le film, mais ça reste mauvais. Du début à la fin, je veux dire, c'est réalisé avec le cul, ça donne des maux de crâne tellement le montage est épileptique. T'as une utilisation des courtes focales, longues focales qui n'ont pas de sens, juste qui t'ont l'impression que tu regardes un truc super énergétique, mais l'histoire n'a même pas de fond. Et du coup, non, je pense sincèrement qu'il y a un manque de création de la part de ces films-là. Je veux dire, il fallait un gros blockbuster pour Noël sur Netflix, on a mis le nom de Michael Bay avec celui de Ryan Reynolds et ça allait vendre, mais derrière, rien qui te fait vraiment apprécier ça. Pour renforcer ce point-là, le film il met des chansons un peu électro, tendance du moment, qui servent... Ouais, vraiment, mais c'est... je connais pas les noms, mais tu sais, il y a une chanson qui fait Run, dun, 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 c'est All Nation. Voilà.
tu la mettrais sur un film d'action? Non, pas vraiment. Et c'est ce qu'il a fait. Et Avec tout le background de meme qu'il y a derrière cette chanson-là. non, exactement. Et tu vois, je pense qu'il y a vraiment une grande méconnaissance des tendances ou alors de même comment tu peux faire un film parce que tu as l'impression que tu regardes un gag du début à la fin et qu'un gag de 2 heures, c'est quand même un peu long. Et le temps passe pas vite du tout. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils sont pas fous, là, les producteurs. Ils ont une checklist. Si on reprend les glorieuses époques des Transformers, eux autres, c'était facile. Est-ce qu'il y a des explosions? Est-ce qu'il y a une babe? Est-ce qu'il y a du Linkin Park? T'sais, ils savaient à l'époque, dans les années 2000, ce que les gens voulaient, fait qu'ils leur ont donné, t'sais. C'est pas forcément louable dans un but créatif, mais pour rassembler pour rassembler les gens puis faire de l'argent, c'était parfait. Même encore aujourd'hui, ils le font encore avec tout ce qui est Marvel. Ils ont une formule, ils s'y tiennent plus ou moins. Fait que tant que les ingrédients clés sont là, ils sont capables d'avoir leur argent. Mais Transformers, ça a toujours été une franchise un peu... excusez le terme, là, ça a toujours été une franchise un peu rat, là. Parce qu'on va se dire, au début, c'était juste pour vendre des jouets. Oh oui. Fait que je pense que même aujourd'hui, le but encore, c'est juste de faire du cash. Ouais, ça a toujours été très mercantile. C'est des jouets à la base, Transformers. Ouais. Ça a été fait avant. En fait, l'idée des Transformers provient, si je me rappelle bien, là, en fait, c'est quelqu'un qui m'a raconté ça, là, de quelqu'un qui est allé au Japon et qui a vu tous ces petits jouets qui peuvent se transformer en 2 choses. Il en a acheté un paquet, il est arrivé à un producteur de film, il a fait « Écris-moi quelque chose ». Le premier scénario a été fait en 2 semaines et voilà comment ça existe. La base des jouets est première au film lui-même. Genre. Avant la trilogie de avant les films de Michael Bay, tu as un dessin animé, je crois. Ouais, je pense tu que as c'est même la ça. voix de Orson Welles pour faire l'antagoniste. Oui, c'est vrai, ouais, le mangeur de planètes. Mais c'est fou, là. Il a réussi à avoir Orson Welles. Exact. Ouais. Le dernier rôle d'Orson Welles, c'est un mangeur de planètes dans Transformers. Là. C'est horrible. Ça, c'est épique. Mais justement, on parlait du naming et de se dire que ça prenait peut-être beaucoup d'audace de la part des acteurs pour s'investir dans ce genre de film, soit nanar, soit navet, mais du coup volontairement un peu casse-gueule. Je pense pas que ce soit 100% volontaire de leur part. Je pense que le métier, le showbiz, c'est un milieu un peu rough et il y a un moment où il faut que tu payes tes impôts et du coup tu prends ce qui te passe sous la main. Oh, ouais. Mais là, je reviens sur quelque chose que tu as dit, Jean-Daniel. Tu as parlé des Avengers en comparant ça aux Transformers, que justement il y a une recette. Sauf qu'on va se le dire, là. Avengers, leur recette, elle fonctionne, oui, mais elle est surtout un petit peu plus profonde que les films de Transformers. Oui, clairement. On le voit d'un par la base de sa critique, mais aussi par les analyses qui sortent de ces films-là. Et plein d'autres trucs autour, c'est ça qui peut être un peu intéressant. Bon, je suis pas d'accord nécessairement avec toutes les analyses qui se font, je trouve qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de Marvel dont on se forme les yeux dessus, mais globalement, c'est des meilleurs films que les Transformers. Donc pourquoi est-ce que, encore une fois je reviens à une question que j'ai posée au début, pourquoi est-ce que ça, c'est correct? Tout le monde s'entend pour dire ouais, c'est des bons films, c'est correct, on vit bien avec ça. Mais justement, les Transformers, c'est comme un à côté qu'on est comme ouais, non, là, les explosions, on n'est pas d'accord, mettons. Dans le fond, c'est très simple parce que, encore très simple selon moi, là. Quand t'as une checklist, ça veut pas dire que ta checklist est bonne ou mauvaise. C'est juste que t'as des éléments que les gens aiment. Ouais. Ce que tu construis autour, dans le fond, de ta checklist, si on veut un squelette, après ça, c'est là que ça passe sous sa casse. Ouais. Ce qui est Avengers, puis ça, veut pas, ils ont quand même mis de bons acteurs, ils ont mis des dialogues qui ont de l'allure. L'histoire se tient la plupart du temps. Tandis que Transformers, c'est très simple, t'sais. Fait que c'est pour ça qu'il y en a un qui est mieux construit que l'autre, même si à la base, ils ont une recette. T'sais. Ouais, ok, je comprends. J'ai envie d'ajouter que ce qui peut donner à un film la tournure de navet ou de nanar, c'est aussi les accidents de production. C'est vrai qu'on a parlé de... on fait des comparaisons entre Marvel et Transformers. Je pense qu'on peut parler des DC Comics et de à quel point Justice League est une énorme déception. Et c'est vrai que quand on s'attarde sur le déroulement du tournage... Toi, t'as aimé Suicide Squad, ton opinion compte pas. Non. J'ai aimé Jared Leto en Joker, OK? Un Joker qui était à la fois un pimp et un gangster, c'est parfait. Vas-y, parce que... Bon, la porte est là. L'univers d'ici, c'est vrai que c'est intéressant aussi comme concept parce que... Ouais, pardon, excuse-moi. Juste au niveau de Justice League, quand tu regardes ce qui s'est passé de tragique dans la vie du réalisateur Zack Snyder à ce moment-là, tu dis c'est extrêmement compliqué de faire en sorte qu'un film tienne debout, qu'il puisse continuer le tournage jusqu'au bout. Ça venait pas possible et du coup, t'as un autre réal qui vient compléter le tournage, Joss Whedon,
je pense qu'on peut trouver 1000 exemples dans l'histoire que dans ce cas de figure, ça donne jamais un bon film à la fin, que ce En soit effet. Bohemian Rhapsody ou... Alien 3. Oh mon dieu. Bohemian a eu 2 réalisateurs? Ouais, ouais. Bryan Singer a eu des accusations, ce qui fait qu'il a un peu drop Ah. Ouais. le tournage, et c'est le réalisateur de Rocketman, Dexter, je sais plus, Je sais pas son nom. qui a complété le tournage. Ok. Ça explique bien des choses. Puis pour ce qui est d'Alien 3, c'était carrément un autre réalisateur qui était censé le faire à la base, je me souviens plus qui. Mais finalement, il a quitté avant même que le film soit vraiment en branle, sauf que le scénario était écrit, toute la production était faite, donc il y avait juste besoin de quelqu'un qui vienne pour tourner les scènes. Et David Fincher, qui faisait de la pub à ce moment-là, juste été amené là pour faire le film. Ils l'ont carrément garoché là comme fait un film. Puis c'est ça, c'est pour ça que Alien 3, c'est pas un énorme film. Même Mais- David Fincher renie Alien Ouais, 3, ouais, genre, je sais. à chaque fois qu'il doit rédiger sa filmographie, il omet complètement ce film-là. Donc, Ouais, mais ça n'a jamais été son film. Mais justement, parlant de ça, ne pas être son film. Il y a beaucoup de militants, en fait, qui sont sortis par la suite par rapport à Justice League, justement, pour dire release de Snyder Cut. mhm. Parce que Jack Snyder, c'est ça, Jack Snyder? Zack Snyder, pardon, avait sa cote à lui pour le film final. Et les studios de DC n'ont jamais voulu la sortir en tant que telle. Et il y a eu de la pression des acteurs, il y a eu de la pression des fans, mais encore aujourd'hui, cette cote-là n'est pas connue, n'est pas sortie au public. Est-ce que vous pensez que c'est parce qu'ils ont peur justement que ce soit encore plus jugé comme un navet, ou est-ce que c'est simplement parce qu'ils ont peur que ce soit bon et que du coup, il ait l'air un peu stupide? Mais moi, je pense que c'est un gros cash grab. J'ai de gros doutes qu'elle existe, cette cote-là. Oh, oui, c'est sûr qu'elle Ouais. existe. Ah, tu penses pas qu'elle existe, toi? Ben, j'ai comme un doute. Je veux dire, il doit exister une autre version qui a des différences pis tout. Mhm. Mais de là à en faire un film complet qui serait capable de montrer, je sais pas si c'est si vrai que ça. Mais moi, je pense elle existe pas. Enfin, elle doit être écrite, elle doit être storyboardée, mais elle n'a pas été tournée. Pour, Ouais, pour peut-être. Justice League, je pense que c'est ça le souci. Mais après, oui, c'est vrai que tu as toujours la guerre entre Director's Cut, Final Cut, et puis la Ouais, sortie ouais. que tu vois au cinéma. Même Suicide Squad, je sais pas si. Pourquoi tu me regardes? Parce qu'apparemment, t'aimes bien le film, t'as l'air peut-être un peu renseigné dessus. J'aime Jared Leto. Mais justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que je crois qu'il y a une Extended Cut où t'as plus de Jared Leto dans Suicide Squad. Ah bon? Ouais. Ah, faut trouver ça. Mais justement, là, on parle justement au niveau de la production, etc. On parle depuis tantôt de Michael Bay en tant que réalisateur, etc. Mais est-ce que la faute revient même à Michael Bay ou c'est de la production? Parce que on voit Michael Bay dans ses différents projets, peu importe la production qu'il y a derrière. Tu parlais de Netflix tout à l'heure. Ses films sont formatés d'une certaine manière. Il a son style à lui. C'est comme ça, puis on dirait que c'est vraiment comme ça. Sauf qu'on dit de l'autre côté que les producteurs, ils ont leur faute là-dedans, dans le sens que la production va toujours viser à faire de l'argent. Il va rarement avoir une vision vraiment de « Ah oui, on fait ça pour l'art, etc. » C'est souvent une notion de « On veut faire de l'argent », surtout Hollywood. Donc, à ce moment-là, est-ce que la faute revient vraiment toujours au réalisateur, qui est celui qui souvent va avoir le dernier mot, entre gros guillemets, sur le film, ou c'est vraiment les producteurs qui, eux, financent le film puis décident oui, non, oui, non, oui, non? Bah, pas à juste titre, mais la faute va revenir à la personne qui est plus facilement identifiable sur le film. Je pense que on s'en prend toujours à Michael Bay parce que c'est vrai que c'est un des réalisateurs dont le grand public connaît son nom et Ouais. peut l'identifier. Mais s'en prendre à Michael Bay, c'est toujours un peu tirer sur l'ambulance. Il avait ce style à la fin des années 90 quand il a commencé à réaliser ses longs métrages où il faisait des effets de mise en scène qu'il appelait Bayhem. Et je pense que voilà, il était toujours un peu dans l'extravagance et du coup ça a séduit puis ça a ensuite lassé. Maintenant, quand tu as un film qui se passe plus ou moins bien, soit au niveau des attentes artistiques ou au niveau des attentes de rentabilité au box-office, tu vas dire ouais, Michael Bay. Je pense que c'est juste ça. Souvent, les acteurs aussi vont en prendre pour leur grade quand ils sont dans un nanar ou dans un navet. Pourtant, ça reste pas leur faute. Et puis, juste le fait que c'est encore une question de naming et que le nom des producteurs est moins connu du grand public, c'est moins sur eux qu'on va s'en prendre, alors Ouais. qu'évidemment, c'est eux qui tirent les ficelles. C'est vrai qu'un réalisateur, c'est un bon scapegoat. Là. Son nom est sur le film. Là. Pas. Mais juste pour en revenir sur les producteurs, je pense qu'on a tous vu cette tagline sur les trailers ou sur les posters de films. Tu vas jamais avoir le nouveau film produit de Jerry Bruckheimer. Tu vas avoir écrit par le producteur de Pirates des Caraïbes. par exemple. Ouais. Donc ça veut pas dire grand chose, mais parce que Bruckheimer a aussi réalisé Top Gun. Alors ouais, le point commun entre Top Gun et Pirates des Caraïbes, je sais pas. Mais tu vois, ça reste du naming, mais c'est pas du vrai naming parce que c'est pas le nom.
qui ressort, ça va juste être la fonction du gars. Ouais, ouais, ouais. Donc c'est vrai que, enfin, tu vois, les producteurs sont un peu planqués derrière cette barrière, je dirais. Ouais, je pense que Mhm. Ils sont moins exposés. le seul dans la production qui a vraiment son nom qui va être associé souvent, c'est dans la sphère de l'horreur, puis c'est Eli Roth. Oui. Je crois que c'est le seul vraiment C'est que vrai. quand il y a un film qui est produit par lui, c'est pas produit par les réalisateurs de ceci, c'est vraiment produit par Eli Roth. Mhm. C'est comme- James Wan aussi, je pense. Ça se peut-tu? Ouais, non, souvent c'est genre une production de peut-être parents reliés à James Wan. Bah, genre. c'est Blumhouse, beaucoup, James Wan, non? Ouais, Blumhouse, mais il y a beaucoup plus de trucs que ça Ok. à Blumhouse. Mhm. Mais c'est vrai hein, qu'on on prend jamais les noms des producteurs, mais les réalisateurs, c'est facile de le blâmer parce que ça fait partie de la théorie de l'auteurisme. Ouais. Je sais pas si je le prononce comme du monde en français, là, mais La et ça, politique c'est... des auteurs. Ouais, c'est ça. Ça provient là, encore plus loin là, de Caméra Stylo également avec Godard, etc. Puis quand on parle notamment de George Lucas, qui fait partie des premières académies, mettons des premières écoles qui étaient vraiment faites pour devenir réalisateur de cinéma. Mhm. Ben c'est ça, c'est là qu'on s'est commencé à construire une notion de auteur autour du film. Puis autant là, que tu commences à te ramasser le blâme que en faire la promotion de ton film, là, je pense à quand je dis The Room, tout le monde dit ruisseau. Genre, Ouais. tout le monde sait c'est qui, tout le monde est capable de rattacher un nom à un film. C'est là que ouais, on se met à blâmer des gens pour. Alors que finalement, le cinéma est collectif. Là, c'est le travail de plusieurs dizaines, centaines, des fois milliers de personnes. Là. Puis je pense que des fois, ça peut être une erreur de juste blâmer une personne. Bah, tu prends un exemple intéressant, je trouve, en parlant de The Room, justement. Est-ce que c'est vraiment une expérience collective, The Room? Est-ce que vous avez vu The Disaster Artist ou lu le livre? Non, mais j'ai Ouais, entendu parler de. J'ai lu le livre de Star Artist Ok. et j'ai vu The Room. Bah, le souci, c'est que tu vois bien que ce mec a un ego, je sais pas, extraordinaire. Ouais, ben en fait, Mm. je te dirais, pour avoir lu The Disaster Artist, on a l'impression que Tommy Wiseau n'existe pas dans le monde, dans le Oui, même oui. monde que nous, en fait. Oui, c'est ça. Enfin, ce mec n'a jamais rien raconté sur sa vie passée. Et puis, on a l'impression qu'il fait un biopic sur lui en réalisant ce film. Ouais. Mais il a aucune idée de comment entreprendre un tournage. Il achète du matériel au lieu de le louer. Il a dépensé une fortune colossale pour un truc qui est censé être un peu un huis clos. Sans s'endetter. Ouais. Donc, il y a des fonds illimités, là. C'est... Non, Il y a, c'est il y a vrai. quelque chose de surnaturel à propos de ce Je personnage. pense que The Room, c'est la petite exception à tout ce que je viens de dire parce qu'il y a tellement filtré de rôles dans la production d'un film séparé. Il a faké la production, il a faké plein de rôles Ouais. que lui, on peut vraiment le blâmer sur plein de trucs. En plus, il est acteur. Genre, Oh, wow. oui, puis c'est le pire acteur du film. Ouais, le meilleur. Mais oui, tu parles de la production, puis en effet, je sais pas si vous étiez au courant, ça, de petite review autour de The Room. Il y a 3 producteurs à The Room. Il y a Tommy Wiseau. Tommy Wiseau. Non, il y a une femme dont il y a un nom évoqué et une autre personne. L'autre personne, c'est un nom complètement inventé par Tommy Wiseau, donc c'était lui. C'est ça. Et la femme, c'était sa voisine de palier quand il était plus jeune, je crois, qui avait comme quelque chose comme 80 ans et aucun argent, donc en fait, elle produisait pas, c'était de l'argent de lui encore une fois. Donc Ouais. il y a 3 producteurs pour donner l'air de ce n'est pas seulement ma vision, c'est d'autres producteurs qui sont derrière ça. Mais au Mais c'est final, 3 c'était fois lui lui. qui prenait Deux toutes les producteurs décisions. C'est pour ça que je disais qu'il a filtré toutes les sphères. C'est 3 fois Tommy Wiseau. Genre. On pourrait presque parler d'un film d'auteur à ce moment-là. Ouh. Tommy Wiseau, si tu nous entends, on veut savoir. Merci, JD. Mais au fond, si je fais une synthèse un peu de tout ce qu'on dit depuis les dernières 5 minutes, là, dans le fond, on a besoin de chair à canon. Défini chez un canon. Ben, la foule a Ouais. besoin de chair à canon dans le sens que si un film flop, ils ont besoin de quelqu'un à pointer du doigt. Que ce soit Michael Bay, que ce soit Megan Fox, que ce soit Robert Pattinson. Ouais, bien sûr, je toujours. suis totalement d'accord, mais ça, c'est pas uniquement propre à la production de films, c'est dans tous les domaines possibles. Je veux dire, Ouais. tu vas avoir une compétition sportive, une équipe va perdre un match, ouais, il y a des têtes qui doivent tomber. Ah oui, en effet, ici au Québec avec les Canadiens, c'est Mais ça fonctionne dans les deux sens. Hein. Je veux dire, autant on peut faire de la chair à canon, on peut détruire la carrière de quelqu'un pour son œuvre, mais on peut le glorifier aussi. Les Oscars, ça sert un peu à ça. Là. Oh oui. Vous voyez, on vit dans une société Hey, où le est-ce qu'on a Joker. besoin d'avoir un ennemi. Comme quelque chose de même. Je sais plus où je m'en allais avec ça. Je me suis dit que j'avais pas déjeuné. Tout à l'heure, vous avez mentionné Sam Raimi en disant que c'est un réalisateur que je n'aime pas, mais ça m'amène justement sur mon prochain point, ok? J'ai une question à vous poser.
Puis je vais faire un lien justement avec un réalisateur que j'aime vraiment pas personnellement. Mais pour ceux qui connaissent pas le work Ouais, de Sam Raimi, Raimi, je vais expliquer vite fait, c'est les Evil Dead, c'est les vieux Spider-Man, donc Spider-Man 1, 2 et 3 avec Tobey Maguire et le magnifique Danse dans le troisième. Oh yeah. C'est aussi Drag Me to Hell un peu plus récemment. Donc Sam Raimi, c'est vraiment un réalisateur qui a son style à lui. Et le truc, pourquoi mes confrères ici disent que je ne l'aime pas, c'est simplement parce que je ne suis pas un fan de son style. J'ai de la difficulté à apprécier un film de Sam Raimi. Seulement, je ne vais jamais en tenir rigueur pour la simple et unique raison que Sam Raimi a son style. Par contre, un réalisateur comme James Cameron, que les gens autour de la table savent que je n'aime pas beaucoup, j'ai beaucoup plus de difficultés avec ça et ça m'amène à mon prochain point. James Cameron fait des films comme Aliens, comme Terminator, ça a été un peu moins pire, je vais être honnête là-dessus, mais surtout Avatar, qui sont faits entièrement dans le seul et unique but de faire de l'argent, à mon avis. Pour moi, James Cameron est beaucoup plus un homme d'affaires qu'un cinéaste. Et donc, à ce moment-là, est-ce que vous êtes plus des gens qui, comme moi, apprécient davantage quelqu'un qui va massacrer des trucs comme Michael Bay, mais en ayant vraiment son style à lui derrière, dans le sens de « je veux faire un film parce que, merde, j'aime ça faire des films », au contraire de quelqu'un comme James Cameron ou encore Uwe Boll, qui lui, vraiment, son but assumé complètement, c'est « je veux faire un film pour me faire de l'argent et me remplir les poches ». Ça Alors, et trigger le plus de gens possible. Ouais, aussi. Mon idole. plein de choses dans ce que tu as dit. Déjà, je vais y aller avec Uwe Boll. C'est encore un personnage, ce mec. Vraiment. Mais je pense que, pareil, c'est un type qui était un peu aveuglé par son ego. Il a vu, je crois, Les Révoltés du Bounty avec Marlon Brando, puis c'est ça qui a déclenché son désir de cinéma. Il n'y a rien eu derrière. Puis le mec, c'est pareil. Est-ce qu'il est pire que Tommy Wiseau? Je sais pas, ça se défend. Ben, je veux dire, Mais- Tommy Wiseau n'a jamais demandé à personne de se battre dans un ring de boxe parce que quelqu'un critiquait Oui. son film. Il a Non, pas c'est juste sûr. demandé, il l'a fait. Il l'a fait. Et puis oui, c'est vrai que tu as énormément de gens qui pensaient que ça allait être un show marrant et puis qui se sont retrouvés avec la gueule éclatée parce que ce type est quand même a une carrière de boxeur. Mais ce qui s'est passé avec Uwe Boll, c'est qu'au bout d'un moment, il a quand même eu un déclic de se dire bah, je serai jamais un grand réalisateur, enfin je serai jamais un réalisateur. Donc autant que je assume et que je fasse des nanars. Mais à partir du moment où il a eu ça, j'ai l'impression que ses films sont devenus pires. Ouais. Il y a un moment, il faisait des trucs, peut-être on peut dire, à la limite décent quand il fait King Rising avec Statham. Ouais. Je pense que c'est un film, bon, c'est pas top, mais En t'as eu effet. pire que ça. Mais derrière, quand il va réaliser des trucs comme... Alone in the Dark. Ouais, par exemple, ou Postman, t'as envie de faire genre, Ah. allez, arrête tout, s'il te plaît. Postman Voilà. ou Postal? Postal. Postal, pardon, oui, c'est ça. Ok. Non, Postman, c'est un film avec Costner. J'ai complètement confondu. Mais... Deux grands classiques. Mais pour en revenir à James Cameron, je pense que c'est quand même quelqu'un qui a marqué à sa manière aussi le blockbuster. Tu sais, il s'est frayé un peu une carrière entre Lucas et Spielberg où il avait déployé énormément de moyens pour raconter des histoires très intimes, Ouais. que ce soit une relation un peu père-fils de substitution dans Terminator, que ce soit une grande histoire d'amour et de deuil dans Titanic. Même dans Avatar, j'ai envie de lui trouver ces qualités-là, même si je suis d'accord avec toi, ça reste juste un énorme remake non officiel de Pocahontas. Ouais. Pour moi, ça reste quelqu'un qui, quand même, a développé un style, puis a une conscience de savoir diriger des acteurs, savoir manipuler une caméra. Il a un style peut-être un mainstream, comme Michael Accessible. Bay peut l'avoir. Oui, tout à fait, ouais, accessible. Et c'est peut-être pour ça qu'on lui mettra pas des notes de noblesse comme on a pu le faire à Spielberg ou à Scorsese. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont quand même dépendants de son travail, dans le sens où il a quand même influencé de bonnes personnes. Il a permis à ce que pas mal de films intéressants se fassent. Je pense, même si bon, Alita divise un peu, ça reste intéressant de voir la technologie qui a été développée pour ce film. Donc, non, j'ai pas envie de blâmer complètement James Cameron pour son travail à Hollywood. Ouais, ben moi, c'est parce que je peux rien y enlever au niveau technologique, disons. Je peux rien enlever à son apport aussi à tout le monde du cinéma par rapport à un film comme Titanic. Titanic, écoute, ça a marqué, ça a été un budget de malade qu'ils ont déployé, et le film a été un des meilleurs blockbusters de tous les Mhm. temps, niveau Ouais, commercial. c'est un des films qui a le plus d'Oscars. Ouais, Ex aussi. aequo avec Le Retour du Roi et Ben-Hur. Ouais, c'est ça. Donc, tu sais, ça reste des films qui ont fait vraiment beaucoup de choses au niveau du cinéma. Ce que je reproche en fait à James Cameron, c'est lorsqu'il est inséré dans des endroits où il devrait pas être inséré. Comme l'histoire de Titanic, c'est tel que tel. Tu sais, on parle d'un événement qui a eu des morts, etc.
Sauf que ça n'a pas été des morts qui ont été causées par quelqu'un, par quelque chose. Avatar, c'est là que j'ai un peu plus de difficulté dans le sens que on parle de la colonisation de l'Amérique. C'est carrément ça, mais refaite dans l'espace. Et la manière que c'est fait, c'est comme une toile de fond pour montrer, ah, wow, regardez les beaux effets spéciaux, etc. Il n'y a aucune profondeur à l'histoire. C'est un peu ce que je reproche. Ou je prends encore le cas d'Aliens, qui, moi, me frustre encore plus. Tu prends le premier Alien, t'as Sigourney Weaver qui joue Ripley, figure absolument délicieuse du féminisme au cinéma dans ces années-là. Aliens, elle se retrouve mère avec une fille et elle tombe en amour. Elle devient complètement à l'antithèse de ce qu'elle était dans le simple et unique but d'en faire un personnage commercial que les gens de la masse vont aimer. C'est un peu la difficulté que j'ai avec James Cameron, dans le sens qu'il va prendre des trucs qui sont, comment je dirais... Mainstream? Non, des trucs un peu plus touchy, disons. Des sujets beaucoup plus personnels qui vont avoir vraiment un impact sur les spectateurs et il les rend extrêmement watered down dans le but de rendre ça commercial. Oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a aussi un peu cette pression de rentabilité où tu veux faire des films en dessous de PG-13 aux États-Unis pour que ce soit accessible à plus grand monde. C'est un très bon point de vue que tu soulignes justement avec le personnage de Ellen Ripley, mais en réponse, j'ai envie de dire Sarah Connor. Ouais. Sarah Connor, ça reste une mauvaise mère, enfin à partir du 2 en tout cas, mais ça reste un personnage attachant qui essaie justement de lutter un peu contre sa folie, parce que j'ai vraiment pas l'impression qu'elle soit complètement saine d'esprit à partir de Terminator 2. Mais ouais, je pense que au niveau de son écriture, même si ses personnages sont assez conventionnels, il a des personnages qui sont assez intéressants. J'aime beaucoup celui de Ed Harris dans Abyss aussi. Ouais. Il y a quand même des formes de pensée des idées à développer. En tout cas, dans ces films, je trouve que c'est pas forcément quelqu'un qui fait les choses trop convenues non plus, James Cameron. Oui, puis je veux dire, on peut voir ça comme un peu appâter les gens avec une histoire d'une mère qui veut protéger sa fille puis qui tombe amoureux d'un soldat baraqué et tout. Là. Je peux comprendre ton point de vue. Mais en même temps, un personnage qui arrive, mettons, dans un film puis qui doit surmonter des épreuves, mais qui n'a pas vraiment, disons, de motivation à le faire. Disons, là, c'est puissant, le désir de protéger son enfant. T'sais, on peut se mettre derrière ça, puis ça augmente les enjeux quand la petite est pour se faire manger par la reine. Si on ferait juste, mettons, suivre Ripley avec des soldats, puis qu'il n'y aurait pas cet enjeu émotif-là derrière, ça serait peut-être un petit peu plus plate. Je veux dire, dans le premier, il y avait un enjeu, et l'enjeu était très simple, survivre. Oui, mais c'est ça c'était le premier. Là, on parle du deuxième. S'ils refont le deuxième avec des personnages qui ont comme aucun lien entre eux. Tu sais, dans le premier, c'était un équipage, c'était des amis. Là, elle arrive avec un commando des bâtards, des étoiles. Puis là, il y aurait comme moins d'attachement si elle n'en trouverait pas un de son goût, puis s'il n'y aurait pas une petite fille à protéger, tu sais. Ouais, sauf qu'à ce moment-là, il aurait pu simplement faire que les personnages soient un peu plus likeable dès le début. Je pense entre autres à des personnages que dès le départ, tout ce qu'ils font, c'est insulter tout le monde et agir comme des... Comme des connards, tout simplement. Là. On a toujours besoin d'une tête brûlée. Mais tout ça pour dire que justement, c'est que je crois que ça aurait pu être fait autrement. Je vous apportez un très bon point, là. Je ne vais pas rien dire contre ça. Mais je crois simplement qu'il aurait pu faire ça autrement. Mais qu'il a vraiment pris le choix de faire ça le plus convenu possible dans un but non avoué de faire de l'argent. Moi, c'est un peu de même que je le vois. Puis c'est pour ça aussi que j'ai un peu moins de difficulté avec quelqu'un comme je parle de Michael Bay. Okay? Michael Bay, ces personnages sont vraiment, vraiment pas mieux, ok? Surtout ces personnages féminins. C'est assez... ces personnages aussi racisés, là, je veux dire... C'est pas loin, d'une certaine forme de discrimination. Ah ouais, c'est caricaturé comme ça se peut pas. Sauf que, en quelque part, il y a son style. Tu vois un film de Michael Bay, tu dis pas ah ouais, c'est un film hollywoodien. Non, c'est un film de Michael Bay. T'as 2 explosions par seconde et le film fait aucun putain de sens. T'as Megan Fox qui court à un moment donné pour aucune raison. Donc... C'est un film de Michael Bay. C'est pour ça que je dis que moi, personnellement, j'ai un peu moins de difficulté avec ça. Mais je suis curieux de vous entendre si vous préférez justement quelqu'un comme James Cameron qui va faire des films assez formatés ou quelqu'un comme Michael Bay qui va faire un peu n'importe quoi. Ou Weber, je trouve aussi que c'est relativement une affaire. Qui fait des films qui sont dans le n'importe quoi, mais qui s'éclatent à les faire. C'est pas parce que tu as un style que c'est acceptable. Je pense à... Dernièrement, en 1917, qui reprend des gros thèmes de la guerre, encore une fois un film de guerre, et qu'on vient mettre un style d'une esthétique, d'une telle beauté sur la guerre, que je viens de parler, que je viens d'apporter des problèmes éthiques, je parle, mettons, de Michael Bay encore, puis que je donne un style, que je donne une beauté, une esthétique, une façon, une patte à quelque chose qui n'est pas nécessairement acceptable. Puis en plus, le pire, ça a un reach, là, ça a une portance sur des millions de personnes qui regardent ça. Le box-office en parle. Il y a des gens qui regardent ça et sont comme ah oui, moi j'aime beaucoup, je m'identifie à ça. Là.
En tout cas, moi, c'est Mais ce que je pense. qu'est-ce que tu veux dire par beau esthétique? Parce que disons, je prends le cas de Dunkirk, OK? Ouais. Dunkirk, c'est beau esthétiquement, on va pas se le cacher. Mhm. Sauf que ça me donne pas du tout envie d'aller à la guerre. Ça me donne pas le goût de dire, waouh, la guerre, c'est beau. Ça me donne le goût de me cacher Ben, puis de me dire, je veux jamais aller à la guerre parce que tout est oppressant dans ce film-là. Ouais, justement, tu le dis, l'esthétique de Dunkirk est dans l'angoisse. Oui, L'image est belle aussi, mais Oh, oui. l'angoisse est là, puis au moins, il y a un contrebalan. Mais Et si... tu trouves que dans 1917, c'est sublimé plutôt? sublimé? Bah, dans le sens où c'est rendu splendide, séduisant, la guerre? C'est ça pas- que tu veux dire? Pas nécessairement, mais je veux dire, tu sais, on prend, mettons, Roger Deakins qui est un maître là, en effet. dans la photographie. Là. Puis on vient vraiment dire « Wow, comment c'est beau ». Pas la guerre nécessairement, mais voir, on peut s'attribuer un thème, on peut s'attribuer la Première Guerre mondiale, dans ce cas-ci, avec une esthétique. Oui, Victor, t'as l'air de... T'es un peu déstabilisé parce que JD, il se recoiffait dans la vitre. Ah. À préserver. Ah ouais, je pense qu'avec les films de guerre, tout ça, je pense que ça dépend de l'expérience de visionnement que tu veux. Si si tu connais un peu le film ressemble à quoi avant le visionnement, même si c'est ton premier, j'ai l'impression que ça l'aide au choix, comme si tu veux te sentir patriotique et pleurer aux yeux de la guerre, tu vas regarder comme Saving Private Ryan ou Hacksaw Ridge ou Ou Forrest Gump. oui. Ou tandis que si tu veux plus avoir une vision cynique de la guerre, tu vas regarder Dunkirk et tout. Apocalypse Now, Full Metal Jacket. Platoon. Puis je Son of Soul. pense que c'est pareil avec ça, comme tu parles de James Cameron. Ouais. Moi, ça fait mal au cœur quand t'as critiqué Avatar, Samuel. Parce que oui, c'est du Bocantos recyclé, là, on va se le dire. Ouais. C'est 100%. Oui, John Daniel. mais oui, ça dépend de l'expérience que tu veux, parce que je vais regarder Avatar, puis je vais pas me dire c'est le meilleur film de tous les temps, l'histoire me prend. Mais en même temps, tu regardes les effets, puis t'es comme yo, il y a un robot géant, puis il y a genre des monstres, puis des gens bleus, puis moi, personnellement, c'est un bonbon, là. Ouais. Ouais, ben visuellement, oui. C'est là. un Ouais, spectacle. ben, c'est ça. Puis même avec Transformers, ça fait ça. Transformers, tu sais, c'est comme c'est nostalgique puis tout. Puis là, tu sais, mettons quelqu'un se rappelle de regarder ça quand il était jeune, puis il se dit wow, je vais pouvoir voir ça comme en 3D avec avec les explosions en Michael Bay. Donc là, ça rend le tout beaucoup plus épique. Fait que je pense que à la fin de la journée, c'est juste dépendamment qu'est-ce que tu veux regarder. Tu sais, je disais si tu connais un peu l'expérience que tu allais avoir, même si c'est la première fois que tu le regardes. Ouais. On sait que Cameron, quand il fait un film à gros budget, c'est un peu son. Excusez le terme anglais, c'est un peu son playground pour jouer avec les effets spéciaux. Mhm. J'ai pas vu Alita, mais je sais que c'est comme. Il essaie toujours de mettre la barre plus haut. Ouais, à ce Pour niveau-là, ouais. Mhm. Donc, Ouais, même- puis c'est d'un seul aussi, là, avoir une quantité d'effets et d'avancement technologique. Je peux pas vraiment mettre tant de monde à la même barre que lui. Là. Non, en effet. donc, ça fait des films extrêmement plastiques. Mhm. C'est le McDonald's du cinéma. Ouais. Et en plus, on s'en souvient, hein. Je veux dire, Avatar, tout le monde s'en souvient. Ah oui, Très, en très effet. bien, là. Puis on se souvient des personnages, on se souvient des effets, on sait de quoi le film parle. On se souvient des personnages, on se souvient des navis. Ben, on sait qu'ils sont bleus et sont grands. là. Exactement. Non, c'est pas vrai, je me rappelle de Jake Sully, mon boy Jake à Sully. roulette. Ouais. Mais à l'inverse, on en parlait un peu la dernière fois, là, mais l'autre film qui a gagné meilleur film aux Oscars cette année-là, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui s'en souvient? Non. De l'année de Avatar? Ouais. C'est des mineurs? Ouais, exactement, c'est Hurt Locker. Ah, pour vrai? Mais Ouais. personne n'en parle de Hurt Locker. Avatar, on continue d'en parler. Pourtant, mais c'est Hurt vraiment Locker- un bon film, j'adore. Ah oui, c'est Hurt super Locker. bon Hurt Locker, Ouais, hein, ouais. mais il y a personne qui en parle parce que Avatar, ben, ça a été le gros truc. Et Mais pourtant, c'est je veux ça. dire que c'est l'ex-femme de James Cameron qui gagne meilleure réalisation et meilleur film cette année-là devant lui. Moi, je Ah trouve oui, ça exceptionnel. ça c'est très drôle. Mais c'est ça, on parlait justement dans l'épisode des Oscars. On Ouais. parlait à quel point il y a des films qui vont gagner Best Picture, mais que c'est extrêmement éphémère. Mhm. Ouais. Comme Green Book, c'est quelle année qu'il avait C'est gagné? l'année dernière. Ouais. Mais c'est ça, vous avez mentionné Green Book, moi j'étais comme, qui? Who? C'est quoi ça? Tu sais? Donc, ouais. Ah, ben, Moi, j'avais envie de rebondir sur ce que tu disais, Sébastien, justement, quand tu parlais d'Avatar, parce que tu as souligné un truc très juste, c'est ce facteur un peu nostalgique qui pousse les gens à faire des films dans l'espoir d'allumer une petite flamme de leur enfance, comme tu disais, chez eux. Tu vas avoir des producteurs qui vont prendre des décisions et que, voilà, on va chercher un public, du coup, on va prendre des décisions plus ou moins artistiques, Mhm. plus ou moins économiques. Ça va devenir potentiellement un navet ou un nanar.
On a quand même fait des films sur Power Rangers, pas des séries télévisées. On a vraiment fait un truc sorti en salle sur Power Rangers. On a fait la même chose avec Monster Truck. Parce qu'on s'est dit, on a réussi à faire un film avec des Lego, on va réussir à faire un film avec des Monster Truck. Vraiment, c'est ce qui s'est passé. Et je pense que tu vois, il y a ça. Souvent, on se dit, mais non, ouais, il y a des explosions, il y a des robots, ça va marcher. Je veux dire, c'est un peu comme ça que Star Wars a dû être conçu à un moment. On se dit, on va envoyer des chevaliers avec des sabres laser et puis des cow-boys dans l'espace. Personne n'a envie de dire non à ça. Vraiment. Je frappe le gars qui dit non à ça. Et donc ouais, je pense que voilà, on est toujours un peu à la recherche de... Enfin, au niveau télé, c'est comme ça que des séries comme Stranger Things marchent aussi, je pense. Avec la nostalgie. Ouais, donc on va toujours gratter un peu voilà, ce qui fait de nous toujours des grands enfants, enfin plus peut-être la génération au-dessus de nous. Un peu par simplicité, on va se dire, mais non, ça passe, tout le monde aimait bien Monster Truck quand ils étaient gamins, tout le monde aimait les Lego, enfin les Lego sont des bons films, je trouve. À partir de là, je pense que ouais, t'as un manque d'investissement. Je pense que aussi un autre truc que je vais rajouter, c'était sur les films de guerre. On parlait de Dunkirk et de 1917 parce que je pense que quelque part Dunkirk se rattache aux films de guerre. C'est un genre qui avait un peu disparu depuis peut-être Soldat Ryan, comme tu disais, ou Jared de Sam Mendes. Ouais. Et comme par hasard, Dunkirk est un succès critique et public. Et dans les années qui suivent, on a 1917 qui sort, on a Midway de Roland Emmerich aussi. Ouais. En fait, tu as des effets de mode qui viennent pour se dire on va surfer sur cette vague-là. Et pourtant, bon, 1917 a quand même un succès notable, mais quelqu'un a entendu parler de Midway? Du tout. C'est la première fois que j'entends parler. Okay. Oui, j'ai pas vu, mais j'ai entendu. Parce qu'il a été tourné à Montréal, puis c'est sur un peu le début de la guerre du Pacifique. T'as un casting quand même pas trop mal, il me semble, parce que je crois que t'as Woody Harrelson. Et même, comment il s'appelle le chanteur? Nick Jonas. Patrick Wilson est dedans aussi, je pense. Ah, oui, c'est vrai, tout à fait, ouais. Et t'as le méchant de Deadpool aussi, mais j'ai oublié son nom. Ouais, Chose. Ed, Chose. Et enfin, voilà, je pense que Roland Emmerich, pour moi, c'est un peu comme Michael Bay. C'est toujours ce symptôme de je vais foutre des trucs pour tout péter. Peu importe si je raconte une histoire sur Shakespeare, puis qu'à l'époque, il n'y avait pas de poudre canon en Angleterre, mais j'ai quand même réussi à te faire péter des trucs parce que voilà. T'as ces faiseurs à Hollywood, ces Yes Men qu'on va prendre, qui sont devenus des noms, mine de rien, mais tu vas toujours les mettre dans cette case-là. C'est des faiseurs de films, ils vont faire des commandes. Tu vois, on manquait de Die Hard. Roland Emmerich avait fait White House Down il y a quelques années avec Channing Tatum et Jamie Foxx. Pareil, le film, t'as envie de te dire c'est sympa, allez, on va vite oublier quand même. Donc, ce qui est déjà connu du grand public, souvent, c'est les réalisateurs utilisent ça comme une espèce de béquille pour peut-être faire des choix moins encore une fois, tu artistiquement. vas jouer sur la carte par le réalisateur de Independence Day quand tu veux sortir un film, puis les gens vont se dire Independence Day, c'était cool. Ouais, bon, là, quand il fait péter la Maison Blanche, c'est un peu chiant. Littéralement, je pense que c'est ce qui se passe parce que, oui, on a parlé du coup des navets. Je pense que tu as un moment, on va mettre les moyens pour faire des money shots, on va mettre 200 millions de budget pour faire un film qui va avoir une belle bande-annonce. Et c'est tout ce qui se passe en fait. Et je pense que c'est ça qui peut définir un navet, c'est que justement, sur la longueur, tu as les aspects de narration, de montage et même peut-être de mise en scène où tu te dis j'ai la migraine, je vais sortir de la salle. Okay, ouais, c'est très bon, très bonne synthèse un peu de tout ça. On parlait d'Avatar par rapport à Hurt Locker, on parle de Transformers depuis tout à l'heure. Est-ce que c'est juste moi ou quand je pense à des films un peu plus vieux, disons? Il y a deux types de films que je me souviens. Je me souviens des classiques, évidemment, mais je me souviens aussi des classiques de mauvais films. Donc, est-ce qu'en quelque part, les mauvais films sont pas plus mémorables dans l'esprit et marquent plus l'esprit collectif que les bons films? Juste simplement partir de ce constat, moi c'est un des meilleurs conseils que j'ai entendu dans ma vie en tant que wannabe scénariste, etc. Mais c'est un truc qu'on devrait répéter plus souvent quand même, c'est tu peux autant apprendre d'un bon film que d'un mauvais film. Ouais. Si tu vas regarder, on va toujours se sublimer, te dire regardez ce qui a été fait avec Citizen Kane, c'est extraordinaire, tout ça, mais tu prends un mauvais film, tu as une bible de tous les trucs à ne pas faire sur un tournage, et c'est extraordinaire, je trouve. Tu as tellement de matière à utiliser, et c'est vrai que c'est pour ça que je pense que quelque part, on a un attachement pour les nanars et les navets, il me semble que tu as des films... The Room, il est encore toujours en salle à Los Angeles. Tu as des films comme Troll 2, où ça devient un festival à chaque fois qu'il le passe aussi. Et c'est ça qui est quand même un peu attachant.
dans cette optique-là, moi, ce qui me gêne, c'est les films comme Sharknado. Ouais. C'est où Ouais. volontairement on se dit, on va faire un nanar, tu vois, ça ruine tout le charme et Ouais. c'est ça qui est très déstabilisant parce que tu te dis, non, vraiment, si t'as eu du budget, t'aurais pu faire autre chose que un Ouais. film qui est volontairement mauvais. Enfin, Comme disait Bob Ross, c'est des happy little accidents. Ça, c'est Exact. des Ben mauvais films, là, c'est des bonnes erreurs. Ouais, tu parles de Sharknado, le requin à deux têtes, le requin pieuvre, le requin... En fait, on dirait simplement qu'on a besoin d'un requin pour faire un nanar. Maintenant, parce que je pense que t'as une figure emblématique depuis Jaws Ouais. et Ouais. Mhm. dire voilà, quand ça vient de sous l'eau pour te bouffer, c'est tout de suite plus flippant. Donc, ouais. Mais justement, tu sais, tu parles, ils ont fait ce nanar-là de façon complètement volontaire. Ils savaient que le film allait être mauvais, mais qu'il allait réussir. Ouais. Justement, dans, disons, 20 ans, OK, on va se souvenir probablement de Sharknado. Puis je sais qu'on va se souvenir de Michael Bay, qu'on va probablement encore en parler dans 20 ans. Mais est-ce qu'on va se souvenir de, je donne un exemple complètement au hasard d'un film que j'aime beaucoup, Ex Green Machina. Book. Green Book aussi, peut-être, là, mais Ex Machina de Alex Garland. Est-ce qu'on va se souvenir d'Alex très, Garland? Très bon point parce que moi, c'est un des films qui m'avait le plus marqué durant la période où il était sorti. Ah ouais. Et puis derrière, quand il fait Annihilation, c'est un de mes films les plus préférés de l'année Ah oui, 2018. Et déjà, je trouve que la hype est un peu tombée Ouais. autour de ce film, alors que mince, il reste tellement de choses à dire sur Annihilation. En je effet. pense qu'on peut tellement creuser encore plus l'analyse de ce film-là. Mais pour parler un peu d'effet de mode, je crois que il a pas trop survécu et qu'il est déjà un peu sorti de la tête des gens. Donc ouais, c'est vrai que tu as raison. Je comprends pas pourtant parce que tu as des visuels qui sont assez impressionnants. Bon, Ouais. c'est pas en termes d'explosion. Donc qu'est-ce qui marque la rétine des gens pour que les films soient vraiment mémorables? C'est vraiment une question à analyser parce que ça peut être très intéressant. Ben, faut aussi se rappeler que de nos jours, le temps va vraiment plus vite. Ouais. Si vous me suivez, Ouais, donc la hype ou ce qui était bon hier, ben ça va passer de mode encore plus vite. Puis quand on parle de justement Ex Machina ou Annihilation, je les ai pas vus, mais de ce qu'on m'en parle, c'est des films qui ont l'air assez flyés. Ouais, un Ouais. peu. Vous me permettez Ouais, t'as une l'expression? énorme portée philosophique sur ces Ouais, films, ouais, c'est ouais. sûr. Fait que Tu remets en cause ton existence entière devant ce film. Ouais, Ben, c'est c'est sûr. ça. Puis les gens, ben, je crois qu'ils ont peur dans les années 2010-2020. Puis ils remettent en cause leur existence. Je pense que c'est un engagement assez grand pour un film de quoi, 2 heures? Mhm. Ouais. Donc pourquoi pas aller voir le prochain Transformers, ça fait moins peur. On Ouais, sait mais- où on s'en va. Disons qu'on prend Green Book aussi, qui est un très bon exemple que Sébastien a apporté. Là. Green Book a gagné aux Oscars, mais un film. Ça encourage les gens à aller le voir. C'est un film qui parle sur du racisme dans les années 50-60, je crois. Ouais. Donc, Bah, c'est un peu l'inverse de Driving Miss Daisy. ouais, c'est ça. Donc, à ce moment-là, tu sais, c'est un film que les gens vont vouloir aller voir. C'est un sujet actuel qui est pas si difficile que ça à regarder. Tu sais, on en entend parler partout du racisme. C'est pas philosophique au point de « Oh mon Dieu, j'aurais même ma vie en question ». Ça parle de musique, donc ça attire aussi les gens, et ça gagne un Oscar. Sauf que, encore une fois, Green Book, est-ce qu'on va s'en souvenir autant que Michael Bay? Tu vois, et moi, il y a un truc que j'ai envie de souligner avec Green Book, c'est, enfin, honnêtement, c'est parce que je l'ai découvert il y a pas longtemps, Ouais. et c'est que j'ai l'impression que il est quand même passé. Tous les gens, enfin, la majorité des gens qui l'ont vu sont passés à côté de ce film, et que le personnage joué par Mahershala Ali, j'ai complètement oublié son nom, mais il a cette caractéristique, je trouve que il parle de racisme, oui, parce que ça se passe pendant. Ouais. Comment dire, la ségrégation Ouais, encore un ouais. peu aux États-Unis. Et tu as cette personne qui justement ne vit pas dans la campagne américaine, qui ne vit pas dans les ghettos comme la majorité des autres Afro-Américains et qui justement est un peu bourgeois et vient de la haute et qui en dehors de son quartier de New York se fait taper dessus littéralement, mais à la fois par les rednecks, par les racistes, mais aussi qui suscite une espèce de jalousie et de mépris de la part de Ouais. la communauté afro-américaine. Et ce que j'ai trouvé très vraiment touchant avec ce personnage, c'est qu'il en dit long justement sur ce sentiment de communauté où on a l'impression qu'on doit appartenir à quelque chose Mhm. et que du coup on a quelqu'un qui veut célébrer ses origines afro-américaines mais qui a envie de vivre de son art puis qui a envie de vivre confortablement et tout le monde lui en veut pour ça. Il y a cette scène où sous la pluie il explose en pleurs Ouais. face à Viggo Mortensen, puis le dialogue est pas très long mais elle dit tellement de choses cette scène et pourtant j'ai l'impression que tout le monde passe à côté de ça où on va te dire encore c'est une lutte pour faire évoluer les mentalités des gens sur le racisme. Et Non, ce c'est qui- beaucoup plus complexe Ouais. que ça. Là. Mais je pense qu'il est justement là le problème, parce que la façon dont tu me le racontes, moi, ça me donne envie d'aller le regarder tout de suite à la place de faire mes devoirs. Mais tu vois, le problème, c'est quand on regarde justement, mettons, dans 10 ans, là, on va dire « Ah ouais, c'était un autre film sur le racisme. Tu sais, il tombe un Ouais. petit peu dans cette catégorie-là, parce qu'on le sait que dans, mettons, 5 ans, il va probablement avoir un autre film
sur justement que ce soit le racisme envers les Afro-Américains ou envers Les Autochtones, justement. asiatiques, On sait qu'il va en avoir un autre qui va raconter une histoire qui va tomber un peu dans les mêmes beats. Fait que c'est pas normal, mais tu sais, on peut s'attendre à ce qu'il tombe dans l'oubli parce qu'on sait qu'il va en avoir un autre qui va reprendre plus ou moins le même concept. Ouais, sauf qu'encore une fois, j'en reviens, mais il y a eu Transformers de Michael Bay, il y a eu Pacific Rim il n'y a pas si longtemps que ça, il y a Godzilla, il y a King Kong, il y en a plein de films du même genre avec des gros bonhommes qui tirent, qui font des explosions. Pourquoi est-ce qu'on va se souvenir de Michael Bay dans 20 ans? Moi, c'est ça la question que je me pose. C'est que Michael Bay n'a pas changé le cinéma, on va se le dire. Il n'a absolument rien changé. Il n'a absolument rien réinventé. Il a juste fait de l'argent en faisant des gros blockbusters. Alors pourquoi est-ce que on s'en souvient, on en parle aujourd'hui quand ça fait des années qu'il n'a rien fait de vraiment relevant? Et pourquoi est-ce qu'on va encore en parler dans 10 ans quand il va probablement carrément plus rien faire, mais qu'on va quand même faire « Ah ouais, les films de Michael Bay, c'était de la merde. » Parce que je trouve que en parallèle de ce qu'il a fait au cinéma, il a quand même toujours joué des coudes pour gagner en notoriété. Tu vois, il est issu un peu de cette génération de cinéastes avec David Fincher, où enfin ouais, il n'y a pas vraiment grand-chose qui rapproche David Fincher et Michael Bay, si ce n'est que tous les deux ont travaillé pour des films de Steven Spielberg en tant que technicien. Ok. Et du coup, ils ont toujours joué de ça, d'avoir appris avec Monsieur Spielberg dans le temps, et qu'ils ont commencé à faire leurs propres films, enfin surtout Michael Bay, qui faisait des productions Spielberg. Et il a commencé à gagner en notoriété avec ça, justement, avec le fait que c'était un petit peu le protégé de Monsieur Spielberg, encore une fois, et qu'il a développé son style extravagant, d'explosion, où à la fois, même quand il tourne pas, il en joue. Je veux dire, tu as une pub avec Michael Bay, oui, alors on va te faire péter une villa, puis un barbecue, et puis on va même réussir à te faire une explosion dans la piscine pour te vendre, pour te vendre un téléviseur, tu vois. Et au-delà de ces films, je pense que lui, on s'en souvient parce qu'il entretient cette image-là, et puis que même quand il n'est pas les financements pour faire sa prochaine daube, pardon, c'était un peu violent, mais il va continuer à réapparaître dans l'image, dans la tête des gens en faisant ça, quoi. Pas juste ça. Il y a aussi le fait que, veux pas, Transformers, on va s'en rappeler longtemps parce que c'est des films qui ont marqué notre enfance un peu. Je veux dire, comparé à Green Book. Mettons, OK, scénario hypothétique. Tu te retrouves pogné avec un enfant pour la fin de semaine, OK? Faut que tu le distrais. Vas-tu le placer devant Green Book où il va falloir que tu répondes à ses questions sur le racisme ou tu vas mettre les robots qui se tirent dessus? Là, plus tard, il va devenir un ado. Quand il va aller au cinéma, est-ce que ça va être tenté d'aller voir un film qui va lui faire dire « Ah, est-ce que je suis raciste au fond? » Ou il va aller voir les gros robots qui se tirent dessus. Puis cet adolescent-là va grandir pour devenir un adulte qui, lui, tout va devoir s'occuper d'un enfant. Quand il va s'occuper de l'enfant, il va faire quoi, d'après toi? Les gros robots qui se tirent dessus. Fait que veux pas, ça va être comme ancré en lui. Peut-être que tu as une dimension critique sur le racisme aussi dans Transformers, hein. À savoir, je sais pas, il y a deux sortes de robots, non? Oui. Dans Transformers. Autobots et Decepticons. Voilà, peut-être que cette histoire de guerre, c'est aussi une lutte raciale vers certaines formes de méca, je sais pas. Donc là, est-ce que tu te sens capable d'expliquer à ton enfant maintenant les difficultés raciales entre deux types de robots? Je pense que c'est pas juste les enfants. Je pense que tout le monde, le grand public, c'est comme des gros bambins au cinéma. Parce que jette les clés. Exact, parce que, tu sais, comme on disait, probablement que dans 20 ans, on ne parlera pas de Ex Machina ni de Green Book. Pourtant, c'est des films qui soulèvent des questions extrêmement importantes. Ouais. Mais je pense que ce que les gens vont se rappeler, c'est ce qui était tape à l'œil. Comme tu as parlé du nouveau Godzilla. Ouais. Comme les critiques de Godzilla étaient correctes, tandis que les critiques du public étaient très bonnes. Oui. Mais ça, je l'ai pas vu, mais de ce que j'ai lu, c'est le film en tant que tel. Le scénario n'est pas très élaboré, mais c'est de la bombe! C'est un film qui donne tout ce que les fans de Godzilla voudraient avoir, disons. Oui. Disons que c'est Godzilla King of Monsters, je crois qu'il s'appelle. C'est un film... franchement, il est assez bien, j'ai bien apprécié. Mais tu vois, c'est un sequel de blockbuster et ça a quand même tous les défauts d'un sequel de blockbuster. Ouais, ok. C'est-à-dire il faut quand même trouver le moyen déjà d'intégrer des personnages dont les acteurs sont moyens chauds pour signer un contrat avec la suite. T'as quand même le fait que on a un gros dinosaure géant qui doit affronter des aliens géants. Alors faut pas qu'on boude sur les effets spéciaux, mais en même temps on a envie de donner du fond à l'histoire pour poser la question sur le nucléaire ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu tout mélangé comme ça. Le film est assez dense, mais au final
c'est quand même pas mal. T'en as quand même pour ton argent au niveau spectacle, t'as quand même du corps à l'histoire, t'as quand même cette fibre nostalgique qui te fait un peu retrace l'histoire de Godzilla. Donc, c'est quand même un bon film dans l'ensemble, je trouve. Dans le fond, ce que tu essaies de dire, Sébastien, tout à l'heure, Mhm. on aime la merde Oui. en termes de cinéma. Mais c'est ça, c'est le McDo. Ouais. Ouais. Ouais, non, oui, c'est le McDo. C'est ce que le public peut facilement grasp, comprendre. Ingéré. Exactement. Du McDo. Mais ouais, c'est ce que le public peut facilement comprendre et tout. Je pense que c'est ça qui va rester. Mais je Dans pense que les c'est l'expérience de cinéma aussi. Tu sais que dans un blockbuster, tu vas dans une salle de ciné qui sera pleine. Tu vas aller voir Ex Machina, mettons. C'est fort probable que tu sois 10 dans une salle de 50 places. Ouais. Mhm. Donc au-delà de ça, je pense que tu sais qu'un blockbuster va rassembler les foules, que pendant 2 heures, 2 heures et demie, tu vas être dans une salle plongée dans le noir, entouré d'inconnus principalement, et que vous allez vivre des émotions assez fortes. Mhm. Au-delà de la qualité du film, je pense que les gens restent quand même très friands de ce genre d'expérience. Donc, dans le fond, ce que tu essaies de dire un peu, c'est est-ce que l'effet de masse est plus importante que les qualités du film en tant que tel? C'est quand même un grand facteur attrayant, en plus du fait que, encore une fois, tu t'empares de la nostalgie, et puis t'es sûr d'avoir un jackpot à un moment. Je dis ça, non, je crois que Power Rangers, le film, a été un gros flop, mais... je cherche un peu ce qui est sorti récemment en salle. Peut-être pas en salle, mais côté nostalgique, il y avait je pense que ça fait près d'1 an maintenant, la série Netflix de Ultraman, qui avait été refaite Ok. en 3D et tout. Oh my god, oui. Tu sais, Ultraman, moi, personnellement, je l'ai pas... Quand j'étais jeune, Ultraman, c'était comme déjà mort, là. Ouais. Ou Mais- Death Note aussi, qui a été repris sur Netflix en film live action. Mhm. R. Ouais, ben ça n'a pas été un grand film non plus, là, mais Ouais. donc c'est ça, c'est à ce moment-là, l'effet de masse est plus important que le résultat du film. C'est-à-dire, tu vas voir un film non pas parce que tu sais qu'il va être bon, mais parce que tu sais que tout le monde va en parler. Je pense entre autres à Suicide Squad. Mhm. Suicide Squad a très bien marché, même si aussitôt qu'il a été sorti, les gens s'est lancé en ligne pour dire ce film est de la merde, n'allez pas le voir, c'est mauvais. Tout le monde est allé le voir pareil parce que tout le monde voulait dire c'est de la merde, mais à sa manière. Donc à ce moment-là, c'est vraiment plus l'effet de masse qui va causer justement tout ce qu'on parle depuis tantôt, l'avènement des navets, des nanars, etc. Ou justement, ça marche aussi pour les nanars. Je pense à The Room, t'en parlais tout à l'heure. Est-ce que c'est vraiment un phénomène de on s'assied tous dans une salle et on regarde The Room en groupe parce que tout seul, le visionnement change? Puis à ça, je vais te dire, oui, j'ai pas eu de visionnement en groupe de The Room, mais j'ai vu des vidéos, j'ai vu des photos, je sais à quoi ça ressemble dans une salle qui écoute The Room. Ça a l'air très drôle, ça a l'air chaotique, ça a l'air Ouais. parfait. Ça a Tout l'air ça, surtout chez moi, que dans mon salon. Tu finis même plus par regarder le film, tu vois. Ouais, ben oui, tu le regardes, mais c'est parce que tu attends des moments Oui, clés. mais j'ai l'impression que tu regardes ça presque comme un match de foot à un moment. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais, j'aime bien ton point. Ouais. Ça devient comme une nouvelle expérience, en fait. Ouais. Je vais vous poser une autre question qui est pas en lien du tout avec ce qu'on parlait de quoi que ce soit, mais en fait, ça vient de me popper en tête comme ça. On parle de navet depuis tantôt. Sans rentrer dans le nanar, là, j'aimerais savoir, les gars, votre navet préféré. Dans le sens, le film que la plupart des gens trouvent mauvais, mais que vous, pour une raison XY, vous aimez. Et c'est ça. Je suis curieux de savoir quel film dans la salle on a apprécié, que d'autres gens n'ont peut-être pas la capacité d'apprécier, si je peux dire ça comme ça. Je vais aborder ta question un petit peu dans l'opposé, mais sans la modifier nécessairement. Ça me brise le cœur de parler de ce film-là. Vraiment, Ok. là, au plus haut point. Vous le savez, là, c'est mon film potentiellement dans mes films préférés dans mon top 5. Sébastien, c'est exactement de quoi je parle. Tron Legacy. Ah. Genre, c'est dans mes films préférés parce que la musique a été faite par mon groupe de musique préféré. Ouais. Le visuel est c'est Ah, dans mes c'est visuels original. préférés. Ouais, ça a coupé le souffle. C'est une exploration qui m'est vraiment très chère dans mon cœur. Genre, c'est dans mes films les préférés ever. Puis le scénario, il est à mettre aux poubelles. Fait que, ouais, moi, ça me détruit à chaque fois. Mais Pour en tous tout ceux cas, qui peuvent pas voir la tête de Marchand, il a actuellement les larmes aux yeux. ouais, non. Une petite Oui. bulle de mort aussi. Miam. Mais ouais, c'est ça. Fait que ça me brise le cœur, là, mais genre, c'est dans mes films préférés, juste pour le visuel, la musique, etc. Ouais. Mais c'est juste que, ouais, c'est un peu magané pour le scénario, là. Mais... Oh oui. Ouais, c'est pas totalement. Je veux dire, il y a des films qui sont pires que ça, le niveau scénario, là, mais je veux dire, pour
pour égaler tous les aspects, là, ouais, malheureusement, pour moi, c'est un nanar un peu Ouais, puis à gros budget. je veux dire, l'acting, à part celui de Jeff Bridges. Ouais, Jeff Bridges. Puis son double en CGI un peu. Ah oui, Ben, il a raison d'être là, en tout cas. Ouais, magnifique. c'est ça. Ouais, vous autres, les gars? Ben, moi, je vous avoue qu'au début, j'allais y aller avec le 3e Spider-Man de Sam Raimi. Et puis, je me suis rappelé qu'il y a déjà une armée de femmes qui vont protéger ce chef-d'œuvre-là. Donc, je vais y aller avec un enfant mal aimé qui a personne pour le backer. Rhinestone avec Sylvester Stallone et Dolly Parton. Donc, pour vous mettre dans le contexte, hein, on parle d'un film où ce que Dolly Parton, son gérant, fait un deal avec, genre, puis si elle réussit à transformer un nobody en star du country, ben, elle a pas besoin de finir son contrat avec, puis elle est doublée à payer en double. Si elle perd, il faut qu'elle couche avec son gérant, puis qu'elle reste 2 ans de plus sur son contrat, genre avec un salaire moins gros. Là. Bon, OK, on entend déjà les féministes qui grincent un peu des dents. Ouais, le bon vieux film des années 80. Là. Mais le nobody, c'est Sylvester Stallone, qui est un chauffeur de taxi qui a un gros problème de comportement. Et puis, il va falloir qu'elle lui apprenne à chanter, à jouer de la guitare, puis à se produire sur scène, parce que beau être un dur à cuire, il y a le trac en public. Mais voilà, hein, Dolly Parton et Stallone vont se rapprocher émotivement, ils vont tomber en amour. Ce film-là vaut la peine d'être vu. Ouais. Non, s'il te plaît, man, lance un business où tu fais le résumé de film comme ça. Parce que... Dans un autre contexte, jamais j'aurais eu envie d'aller voir ce film. Et là, je suis à 2 doigts d'aller le télécharger sur YouTube. Écoute, le compteur de clichés par seconde a éclaté pendant que Ding, 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 ding. Exactement. Ben ouais, ça parle de ça. Pourquoi est-ce que tu l'aimes? Parce que justement... Ah ben, est-ce que tu l'as déjà entendu chanter, Sylvester Stallone? Tu t'en vas sur YouTube, puis tu marques Sylvester Stallone, Drinkenstein. Ça ressemble un petit peu à ça. But why do you created a monster and you call it Drinkenstein? C'est magnifique. Il chante Tutti Frutti dans une morgue, un salon funéraire avec son piano tout, puis tu sais... Tutti Frutti! Stallone s'éclate dans ce rôle-là. À chaque minute qu'il est là, soit il essaie d'avoir l'air d'un gros macho, soit il chante comme quelqu'un qui sort de l'asile. Il y a pas de... Ah oui, il essaie de faire des pick-up lines sur Dolly Parton, mais ça, c'est... Bon, ça se dit pas en ondes. Il chante comme si Éric Lapointe n'aurait pas arrêté la drogue. Il chante comme si Éric Lapointe... non, je peux pas dire ça, on va se faire poursuivre. Merci Jean-Daniel pour ton apport. J'aime nos invités de parfois, là. What? Oh my god. Écoutez, moi au pire, je peux y aller pour l'instant. J'ai un peu fait comme toi, c'est-à-dire que j'aurais pu y aller avec un film qui aurait été Click. Je suis pas un énorme fan d'Adam Sandler, mais ce film-là touche une corde sensible en moi, personnellement. Sauf qu'à place, je vais y aller avec un film de mon genre préféré, c'est-à-dire l'horreur Mama de Andy Muschietti, qui, pour ceux qui connaissent pas, a réalisé les hits dernièrement. Avec Jessica Chastain? Euh... Mama, t'as dit? Ouais. Ok. Ouais, je crois. J'ai pas noté, honnêtement. Pour toi, c'est un navet? Non, mais pour la plupart des gens, seulement. Ah ouais? C'est ça le truc. Ah, je pensais que justement, c'était... Ouais, non, ça a été un assez peu mal une reçu, tendance. Maman, en fait, dans les salles et de manière par les critiques. Ok. Puis c'est ça. Non, moi, c'est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je trouve Ouais. que c'est un excellent film. Et c'est ça. Moi, j'adore tout le côté très fantastique, très fantaisiste, avec les effets spéciaux, je les trouve magnifiques dans ce film-là. Je trouve que toute la notion d'angoisse est bien gérée. Bon. C'est sûr qu'il y a certains trucs un peu clichés, un peu mal faits dans le scénario, si je peux dire ça comme ça, avec au niveau des personnages en tant que tels, la manière dont c'est assemblé, avec les petites orphelines qui se font recueillir par l'oncle du défunt père des orphelines, avec la fille qui ne veut pas d'enfants et puis qui veut des enfants parce qu'elle finit par les aimer. Il y a beaucoup de clichés à ce niveau-là, mais je trouve quand même que ça a été un film que j'ai eu beaucoup de plaisir à regarder encore aujourd'hui, que je suis capable d'apprécier malgré tout. C'est intéressant que tu mentionnes Spider-Man 3, parce que moi, c'est Spider-Man 3. Oh yeah. Brofist. Mais ouais, je sais que c'est peut-être pas... parce que j'ai l'impression que c'est comme un... Je trouve que la trilogie des premiers Spider-Man font une courbe vraiment, genre, comme vraiment bonne. Parce que tu sais, au début, Spider-Man 1, bon, ben là, tu te familiarises avec l'homme araignée. Ouais. Le 2, c'est comme, yo, la sequel. Donc là, t'es encore plus hype. Avec le 3, ils ramènent du nouveau stock sur la table. Tu sais, parce que non seulement t'as le gobelin, t'as Sandman, en plus, t'as le symbiote avec Venom. Tu sais, c'est charge. T'as les bouts en première personne, c'est super cool. Puis j'ai l'impression que
C'était bon petit bonbon à regarder, je trouve. Ça, pis toutes les répliques, là. You remember Ben Parker? What he's doing with you? Everything! Quand il surjoue, là, en Emo Peter, moi, je sais pas, là. Mais ce qui est c'est qu'il pardonne à Sandman d'avoir tué son oncle. Mais c'est ça, c'est pas juste memeable, tu sais, il y a une belle leçon derrière, tu sais, Exactement. que la vengeance te rend aussi mauvais que la pas personne qui t'a fait du mal. Dans la vie, il n'y a pas juste les mimes. On apprend aussi que la cloche est la meilleure solution à tous tes problèmes. Donc, s'il y a des Église aliens un Samuel. jour, la religion, guys. Sur le métro de New York, S'il y a un peuple mané qui vient pas d'où est-ce que toi tu viens puis que t'aimes pas, là, une religion, je pense. La cloche. Ça, pis si jamais ta mon fille Dieu, est malade... j'avais jamais pensé, mais oui, Ben ouais, c'est exactement. c'est relié à ça, là. Ça, Ouais, ouais. si jamais ta fille est malade, pis que t'as pas les moyens pour la traiter, faut que tu cambrioles des banques dès que Exact. t'as tes pouvoirs de sable. Ouais. Parce que sinon, c'est illégal. Ah, puis avant ça, faut que tu tires sur l'oncle d'un gars qui va devenir un super-héros. Mhm. Ouais, genre par accident, bien sûr, sinon t'es pas redeemable. Fait que tu peux tuer quelqu'un si t'as pas voulu tirer dessus. Ouais. Ah, puis aussi, c'est correct de frapper sa blonde en pleine face dans un cabaret si t'étais dans une phase emo. Techniquement, il voulait se battre avec le doorman, c'est elle qui s'est mis dans le chemin. Il y a du victim blaming, on aura tout. Toi, Victor, aussitôt que t'aurais arrêté de rire. Pardon. Alors, je vais juste demander la possibilité de parler très brièvement de 2 films. Ouais, vas-y. Il y en a un de film qui est sur ma watchlist depuis tellement longtemps que je pense qu'il va être sur ma bucket list. Il faut absolument que je le regarde. C'est un film qui a été réalisé en 2008 avec James Corden. James Corden a essayé d'être acteur avant d'être animateur télé. Ok. Ça s'appelle Lesbian Vampire Killers. Ouais. Tout est dans le titre, je pense que j'ai pas besoin d'en parler Ouais, c'est plus, ça. mais je veux absolument... Ça a l'air bancal comme film, Non, ça a l'air vraiment. complètement stupide. Pas Ouais. tant, non? Mais ouais, je sais pas, je pense que vu l'esthétique des images, et puis... faut pas se leurrer, rien que le titre, c'est assez accrocheur quand En même. effet. Donc, mais voilà, je pense qu'on est aussi pas loin du côté du navet et du nanar, mais je serais quand même curieux de donner une shot à ce film-là. Sinon, très franchement, je comprends pas pourquoi les gens n'aiment pas le film The Spirit de Frank Miller. Oh. Enfin, ouais, il a été réalisé, je crois, un peu dans la vague de Sin City. Ouais, ouais. Et je trouve que c'est une merveille pour moi. Ok. Vraiment, c'est un bijou de série B. Je veux dire, t'as ce côté très comics noir et blanc, comme dans Sin City. T'as un peu de science-fiction et en même temps de film noir. Enfin, c'est vraiment un cocktail de genre qui est très bien maîtrisé, je trouve. Et le casting est incroyable. J'ai oublié le nom de l'acteur principal, mais c'est celui qui joue dans la série Suits. Ouais. Et Gabriel Macht, un truc comme ça. Mais t'as aussi Eva Mendes, Sarah Paulson, Scarlett Johansson, Samuel Jackson qui joue le bad guy. C'est juste incroyable. Niveau surjeu, et puis dialogue, c'est juste trop drôle. C'est un film qui est même bien maîtrisé, je trouve. Donc en plus, même si ça parle un peu du second degré, très clairement, et puis que t'as un côté assez pulp, ça frise vers la série B plus que vers le nanar. Et très franchement, je sais pas pourquoi le public n'a pas été en rendez-vous. Parce que c'est vraiment... Moi, c'est un film que je vous recommande vraiment à regarder, en tout cas. The Spirit. Ouais. Ben, c'est ça. C'est un peu dans la vague début super-héros, là. Oui, ouais, tout à fait, en fait. Mais c'est vrai que ça se mettait pas complètement dans ce délire-là où t'avais les premiers films de Nolan avec Batman, t'avais les premiers Spider-Man, puis X-Men. C'est vrai que t'es pas loin de l'animation par moment, et puis en même temps, ça reste glauque. Enfin, des hémoglobines un peu à tout va. Mais je sais pas, moi, c'est un film qui me fait énormément de bien et qui me défoule quand j'ai besoin de le voir. Enfin, voilà. Ben moi, je serais curieux de savoir si vous avez un nanar que vous avez particulièrement. On vient de parler de navet, mais... Et le seul qui me vient en tête vraiment immédiatement, c'est The Room. Quand tu lis The Disaster Artist, le livre que Greg Sestero, l'acteur secondaire qui joue Mark dans The Room, a écrit, on se rend compte que justement Tommy Wiseau a voulu vraiment faire un film de façon très sérieuse, que c'est un drame. Puis il est sorti, ça a été massacré complètement partout. Et puis quand les gens qui ont commencé à le prendre, justement à faire un objet de
ah, c'est un nanar, on va en rire, etc. Il a complètement retourné sa veste de côté, de comme, ah oui, non, c'était du second degré, ha 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 ha. Non. Mais toi, ton nanar préféré, sachant que tu n'as probablement vu plus que tout le monde ici réuni. Là. Ben, on s'entend. Non, faut vraiment que ce soit série B, pas avec des gros acteurs. Ah, pas un gros- ouais. Ok. Si je te disais le premier film produit et coécrit par Harvey Weinstein, qui s'appelle The Burning, Ouais, tu m'en as parlé. tu prends Vendredi 13, t'enlèves tout ce qu'il y a de bon, puis tu rajoutes une étude du personnage qui est Harvey Weinstein, parce que, tu sais, en sachant le contexte d'aujourd'hui, tu regardes ce film-là, les dialogues, puis tout ça, puis oui, tu regardes le film, tu vas l'apprécier d'un point de vue psychosociologique. Ouais. Puis le jeu d'acteur, très moyen. Et les retournements de situation, ma foi, intenses. Mais tu m'en avais parlé un peu de ça, justement, tout le côté psychosocial. Peux-tu, genre, élaborer un peu? Ben oui. Dans le fond, je vais vous décrire, dans le fond, qu'est-ce qui m'a vraiment pété d'en face, Ouais. qu'on voit tout de suite que c'est un Harvey Weinstein original. Dans le fond, le film commence. Dans le fond, le synopsis, c'est qu'il y a une gang de jeunes dans un camp de vacances qui ont mis le feu à un des surveillants, parce qu'il était vraiment méchant. Fait que là, genre, 5 ou 8 ans plus tard, ben, il sort de l'hôpital tout brûlé, puis première chose qu'il fait, ben, il va se payer une prostituée. Mais là, elle voit sa face, elle trippe pas, puis elle tue. Puis là, après ça, tu dis, bon, ben, ok, c'est un peu weird, mais hein. Là, on coupe au camp de vacances où il y a des jeunes. Fait qu'on se dit, ah, des jeunes, ça va être beau, ça va être innocent. Non, monsieur, ça commence tout de suite des gros plans sur les postérieurs des adolescentes. Hein. Et puis après ça, gros plan sur des filles qui courent pas de brassière, qui sont encore une fois supposément mineures. Et puis finalement, t'as le premier personnage adolescent mâle qui parle, qui dit, et je cite, « Tu vois ce cul est à moi par droit divin. » Et son ami lui répond, « Trop chanceux, mon gars. » Tout le long du film, on a justement ces personnages-là qui se conduisent de façon très agressive envers les femmes. Et elles répondent juste, « Ah, c'est parce qu'il est passionné. » Donc, je pense que c'est pas un bon film, mais pour ce que ce film raconte sur la personne qui l'a écrit, moi, j'apprécie chaque minute. Ouais, c'est ça. C'est devenu intéressant suite aux toutes les accusations de MeToo. Là. Parce que maintenant, on sait. Non, parce que ça l'était pas sans les accusations. Ça l'était... Avant, on aurait pu donner le bénéfice du doute. Maintenant on le sait qu'il est de même, puis ça fait ça encore plus. Ouais, c'est comme tu dis un petit peu, là, on a, avec le recul, là, avec les nouvelles accusations et tout, là, je sais pas si je devrais parler de ça, mais ça fait penser un petit peu à les blagues un peu louches d'Éric Salvaille, à Dieu merci. Ouais. Alors que maintenant, il y a des accusations. Ça, ou encore, là, je fais le point Godwin, parce qu'il faut absolument avoir un point Godwin, mais lire Mein Kampf. Ah, ouais. Tu sais, tu lis Mein Kampf, ok, tu comprends mieux Adolf Hitler. Puis tu sais pas, ah ouais, j'ai lu Mein Kampf, c'est pas parce que t'es un nazi, c'est parce qu'en quelque part, il y a une certaine psychologie à comprendre de personnages comme ça. Là, qui est... Ben, même sans le comprendre, c'est parce que c'est tellement genre une claque dans la face. Genre, pourquoi c'est une surprise? C'est ça. Genre, Ouais, au ouais, début ouais. de sa carrière, il a montré qu'il était de même. Exactement. Ça surprend qui? Là, il y a une marchette, c'est quoi? Il est plus dangereux? Hey! Mais tu parles de ça, là, justement, puis pour revenir à des navets, là, genre un autre navet qui vient de me venir en tête que j'aime beaucoup, là, mais Freddy contre Jason. Oh, c'est pas un navet, ça. Niveau C'est un critique, chef-d'œuvre. niveau critique, c'est un navet et un solide. On va se le dire. là. Honnêtement, il a l'air quand même mieux que Alien vs Predator. Ouais, clairement. Mais honnêtement, Freddy contre Jason, je trouve que c'est un petit... c'est ça le pire, c'est un film tellement stupide, mais vraiment, vraiment stupide. Il y a rien qui se tient dans l'histoire de A à Z. La réalisation est Mais bancale Est-ce à que t'as son pas bout. l'impression que c'est un peu la carte qui joue? Moi, j'ai l'impression qu'il y avait quand même Ouais, un exactement. côté dérision dans ce film. Ouais, Ouais. ça vient du gars qui a fait Brides of Chucky, Ok. qui est le premier de la comédie noire des Child's Play. Donc, clairement qu'il y avait un petit... Ouais, il y avait un Ouais. côté très assumé. Tu sais, je veux dire, tu regardes juste tout le combat entre Freddy et Jason, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a un côté très sérieux avec le personnage de Jason. Tandis que le personnage de Freddy, justement, il est complètement dans ce délire-là. Puis tu sais, c'est après... ça vient avant ou après le New Nightmare? C'est après. Après, ouais, c'est ça. Donc, tu sais, il joue vraiment avec tout le délire apporté par Wes Craven, paix à son âme, dans Wes Craven's New Nightmare, que Freddy est au courant que c'est un personnage, et donc là. Donc, il joue vraiment avec ça dans Freddy contre Jason, et c'est ça qui rend le tout hilarant. C'est Ouais. que, d'un côté, t'as Jason force
immuable, qui fait juste se tenir droit toujours avec sa machette prêt à tuer n'importe quoi. Et t'as Freddy qui, lui, s'éclate complètement parce qu'il sait qu'il est dans un film. Ben, il s'éclate jusqu'à ce qu'il se fasse sortir du rêve. Là. Je pense que sa face, quand il dit la bouche de main, je pense qu'il a compris. Non, mais que- même à la fin, puis gros spoiler, mais à la fin, quand il se fait sortir, t'as Jason qui sort de l'eau avec la tête de Freddy entre les mains, puis t'as juste Freddy qui se retourne vers la caméra qui fait un clin d'œil. Même à ça, là, c'est Freddy, il est comme... Je m'en fous, je sais que c'est un film. Mais bon ou pas, j'ai l'impression qu'il fallait le faire. Ouais. Obligé. We had to. J'attends la suite, moi. Freddy contre Ben- Jason 2, retour de Jafar. Ça me fait- J'attends le Netflix original. là. Sébastien ne me donne pas d'idée. Dans ce style-là, moi, il y a un film que j'aime beaucoup. Alors, est-ce que c'est un nanar? Je sais pas. Enfin, c'est un film un peu en mode système D. C'est un film japonais. Ok. Est-ce que c'est un nanar? Je sais pas, parce que c'est peut-être une série B, parce que ça joue la carte du mauvais film. Ok. Mais derrière, tu as un sous-texte qui est quand même assez intéressant. Ok. C'est un film, je sais plus le nom du réalisateur, c'est Vampire Girl Against Frankenstein Girl. Ok. C'est un film japonais et c'est un espèce de teen movie sur un jeune qui arrive dans un lycée qui est tout de suite qui devient le crush d'une nana qui s'avère être une Vampire Girl Ok. et il y a des tensions qui se créent justement parce que justement l'autre fille qui a un crush sur elle qui est un peu genre la Mean Girls du campus ça devient un peu la guéguerre tout ça. Donc l'histoire est vraiment bancale, mais il y a juste un truc que je trouve très intéressant dans ce film, c'est que tu as une relecture du mythe de Frankenstein, puisque justement la Mean Girl va devenir la Frankenstein Girl après avoir été battue par la vampire. Ok. Donc ça, punaise, j'ai l'impression que j'aurais jamais prononcé ces phrases dans la vie normale. mais, mais voilà, c'est la magie du nanar du coup. Mais ce qui est intéressant, c'est que tu as des personnages très stéréotypés dans le lycée, et que chacun de ces personnages va servir de construction d'ADN pour la Frankenstein Girl. Ouais. Et que chacun de ces personnages, en fait, fait part d'un malaise qui existe chez les adolescents japonais. Ah. Pour vraiment, en fait, tu as des complexes raciaux sur les Japonais qui se sentent un peu démunis de certaines qualités physiques. Tu as aussi un des personnages qui est supposé avoir des résistances corporelles très fortes à force de se taillader les veines Ouais, ok. parce qu'elle veut mourir. En fait, ça a rendu son corps plus opaque. Donc, tu sais, tu as ce délire de manga un peu shonen qui vient intégrer le film. Ouais, ok. Mais tu as une lecture, genre, qui veut un peu tirer la sonnette d'alarme sur le fait que tu as très peu d'écoutes qui sont destinées aux jeunes. Ouais. Et c'est pour ça que j'arrive pas du tout à cerner ce film, parce que ça reste vraiment du gros spoof tout le temps. C'est rigolo, puis c'en est débile aussi par moments. Je veux dire, l'humour japonais, c'est quand même très très particulier, assez gênant. Et, Ouais, c'est pas comme ici, ouais, en ouais. Occident, le fort du temps. on va trouver drôle des mecs qui grimacent en faisant de la musique, puis encore en faisant des blagues à la Tex Avery, en accélérant la pellicule encore. Enfin, mais derrière, tu as fait ce discours qui est peut-être pas omniprésent tout le long du film, où tu as envie de faire il y a quand même matière. Ouais, Donc ok. c'est pour ça que ce film-là, moi, il m'intrigue un peu. Est-ce que vous aurez aussi, par contre, un film, un navet qui, à l'inverse, vous détestez du plus profond de votre âme? Je suis pas capable de détester un navet, je Ok. pense. À moins que ce soit vraiment plat. Ok. Ouais, puis je veux dire, détester un navet, c'est un peu comme la base, il y a pas de... Au-delà de dire c'est un mauvais film, de se dire vraiment je vois Ben- la copie en DVD dans le magasin, je brûle ce truc. Est-ce que tu as un exemple? Alors oui, alors pour vous donner un peu le contexte, est-ce que vous connaissez Wes Anderson? Ouais, Très bon cinéaste. Ouais. Est-ce que vous connaissez Paul Thomas Anderson? oui, Très bon cinéaste. en effet. Est-ce que vous connaissez Paul W.S. Anderson? Ouais. Cinéaste de merde. C'est incroyable. À chaque fois que j'ai regardé un des films de ce mec, j'avais une migraine pas possible. Et ma découverte du coup avec ce cinéaste a Ouais. été très douloureuse. C'était Avant, juste pour situer un peu, là, Wes Anderson, réalisateur de Grand Budapest Hotel, Isle of Dog, Fantastic Mr. Fox Raymond, et Paul Thomas Anderson, réalisateur de There Will Be Blood, Phantom Thread aussi un peu plus récemment. Donc, Ouais. c'est ça, juste pour les situer un peu. Là. et Paul W.S. Anderson, producteur majoritairement de la saga Resident Evil, de films comme Pompéi, de Alien vs Predator. Ouais. Et puis on va arrêter avant de vomir. Donc, tout n'est pas dans le nom, dans le fond. Non, exactement, exactement. Mais voilà, juste, moi, le premier film que j'ai vu, c'était Resident Evil 4
Afterlife en 3D, atroce. C'était un peu ma première découverte aussi de la saga Resident Evil. J'avais juste en tête les jeux vidéo. Alors, quand on m'a balancé ce film-là, j'étais en mode de quoi on parle? What the fuck B? Et je trouve ce film mauvais au niveau du montage, au niveau des personnages. Je veux dire, t'as le syndrome un peu Megan Fox avec toutes les actrices dans ce film où, genre, ok, si t'es pas bonne, désolé, mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça le casting. Si t'es pas bonne, ça veut dire que t'es méchante. Pareil pour les gars, si t'es pas grand, baraque, ça veut dire que t'es méchant, ou alors t'es faible, puis tu vas vite mourir. T'as une opération du casting qui est assez écœurant, en plus du fait que c'est dégueulasse, dans le sens où, d'accord, c'est gore, mais t'as aucune chorégraphie, c'est juste mal fait et à vomir. T'as des effets de montage qui sont chiants, t'as des utilisations du slow motion qui devient inintéressant. Donc voilà, j'ai vraiment des clichés à plus en parler, de narration, de facilité. J'ai vraiment été déçu très profondément et je pense que Resident Evil 4 me fait du mal intérieurement maintenant. Écoute, moi, j'irais pas dire que c'est un navet, le film de que je vais parler. C'est pas un bon film, ça c'est clair. Mais c'est peut-être pas nécessairement un navet, mais Délivrez-nous du mal. Un film d'horreur qui est sorti il y a quelques années et que j'ai écouté avec Jean-Daniel à sa sortie. Et écoute, le film, je pourrais lui pardonner beaucoup de choses parce que à la base, c'est vraiment là, un film d'horreur avec des démons slash possession, très très cliché, très très de base. Si c'était juste ça, je pourrais pardonner ce film, honnêtement, sans aucun problème. Le gros problème que j'ai, c'est qu'il y a un moment où les personnages que tu croyais qui étaient comme des simples victimes se révèlent à être les grands méchants, les cerveaux derrière ça, puis c'est comme des vieux, fait que c'est encore plus weird. Et t'ajoutes par-dessus ça que la méthode pour communiquer avec les démons et que les démons puissent apparaître, c'est la chanson de The Doors, Check on Through to the Other Side. Je blague pas, là. C'est vraiment ça. Le gros plot point du film, c'est que c'est une chanson de The Doors qui permet de faire apparaître les démons dans la vraie vie. Et je crois que j'ai perdu des cellules quand je me suis rendu compte de ça en visionnant le film. Et depuis ce jour, ce film-là, je me dis, à chaque fois que je le vois, je me dis, non, juste... Qu'est-ce que tu fais dans ta bibliothèque, d'abord? Écoute, c'est le genre de film que je me dis, si un jour, j'ai envie de réécouter et de passer un mauvais moment, si un jour je me déteste à ce point, je vais le réécouter. Genre, je sais pas, t'as beaucoup de culpabilité. Exactement. Ça s'appelle les archives, monsieur archivistique. Ouais, c'est ça. En archives, là. Mais ouais, c'est ça. Nous, en archive, on se débarrasse des ordures. Mais ouais, pour moi, ce serait vraiment ça, là. Et toi, Alex, est-ce que t'en avais un nanar que t'as apprécié ou bien encore un navet que vraiment tu le brûlerais si t'avais la chance? J'ai eu la chance de voir Troll 2. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Ouais. Écoute, je peux vous résumer quelques scènes. Là. Un grand-père qui dit à un enfant de lancer un molotov par la fenêtre pour tuer des gens. Le même enfant qui pisse sur une table pour empêcher de manger de la bouffe. Des costumes intéressants. Je vais m'arrêter là. Je crois que c'est le bon mot. Ouais. Mais ça me donne envie de rebondir, on en a parlé pendant la pause. Tu as le documentaire Best Worst Film Ever qui a été sorti en parallèle de Troll 2 justement. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le cadre des nanars. C'est quand tu as l'occasion de voir les making-of ou alors ce genre de documentaire qui retrace la vie des films nanardesques. Ça en dit long justement sur comment les gens perçoivent les films, sur les contextes sociologiques de l'époque, sur les erreurs de production. Et enfin voilà, du coup j'avais un peu envie de souligner ça, que comme on disait tout à l'heure, qu'on peut apprendre des mauvais films. Ouais. Avoir le BTS de ces aventures-là, c'est très intéressant à regarder et ça permet d'apprendre beaucoup de choses, à la fois sociologiquement, mais aussi cinématographiquement. Ouais. Comme on peut dire une centième fois à l'émission, les films sont un peu le reflet de la société ou d'une personne qui veut raconter quelque chose à travers son film. Là. C'est une trace de soi-même. Puis, encore une fois, c'est ça parle un peu de ça. Justement, en parlant du making-of, le réalisateur de Troll 2, le film en question, lui, il croyait vraiment en son film, ce qui rend encore la chose encore plus nanardesque. Parce que, il y a une espèce d'une forme de...
J'ai oublié le terme, là. C'est comme niais, là. C'est naïf un peu. Ouais, naïf, exactement le mot que je cherchais. C'est naïf, tu sais. Le monde regarde ça, rit de lui, mais lui, il est comme non, non, mon film parle vraiment de questions Ouais, oui. réelles. La Là, il montée parle du véganisme. conservationnisme aux États-Unis. C'est ça, ouais, c'est ce ça. qu'il Puis dit. de véganisme, apparemment, Ouais, dans ouais. le film. Puis c'est intéressant de voir qu'il y a vraiment un discours dans le film, alors que tu fais juste rire tout le long. là. Parce que c'est stupide un peu. Ouais. Ben écoute, si je pouvais conclure un peu avec quelque chose que tu viens de dire, là, je crois que Rezombier t'a dit le cinéma, c'est le reflet de notre société, je suis très d'accord. Et donc, est-ce que justement, les mauvais films, à quelque part, viennent faire le reflet des mauvais côtés de la société? Ben, pas forcément des mauvais côtés, mais du côté, disons, plus. Plus superficiel, genre? Ouais, plus superficiel, je crois que c'est exactement Ok, le bon ok. terme. Je pensais que tu allais aborder le sens en disant que l'humour, c'est un mécanisme pour parler Ben, aussi. des grandes lignes, mais de façon légère. Un Aussi, mais c'est ça, je pense que vraiment le mot superficiel, c'est exactement ça que je cherchais, là. peu. Mhm. C'est le côté un peu plus superficiel de la société, c'est-à-dire que tant que ça se digère bien, pour revenir à la métaphore du McDonald's de tantôt, tant que ça se digère bien, il n'y a pas de problème à ce que on fasse des films comme ça. Même si on parlait tantôt de Avatar ou les Transformers qui envoient peut-être des images un peu négatives, en fait, qui envoient carrément des images négatives pour les Transformers sur les personnes racisées, les femmes surtout. Ça fait que, en quelque part, c'est un espèce de pas un mal nécessaire, mais ça reflète un peu certaines parties de notre société qu'on préférait parfois peut-être ignorer, mais qu'on n'a pas le choix d'assumer si on veut se dire ouais, on fait un portrait global de notre société en tant que telle. Parce que si, disons, les personnages racisés, les gros clichés qui existent dans les films de Michael Bay à leur sujet existent, c'est pas parce que Michael Bay les a inventés de sa tête, c'est des trucs qui existent vraiment dans notre réalité. Mhm. Ouais. Donc, si c'est mangeable, pourquoi ne pas le manger? Probablement ce que la plupart des gens se disent lorsqu'ils regardent un navet. Faut pas gaspiller. C'est vrai. Ben écoute, je pense que ça fait vraiment le tour du sujet. On a passé beaucoup plus de temps que je pensais qu'on avait passé sur ce sujet. Ça a été quand même On a passé intéressant. du bon temps d'ailleurs. Moi, j'ai Ouais, ça a été très du drôle. fun. Merci Ouais, beaucoup ouais. à nos invités. Mhm. Merci Victor de t'être pointé un matin sur une très courte Je notice. suis en no list, mais anytime you want, guys. Parfait. Vraiment. Merci aussi à Jean-Daniel. C'était très le fun de t'avoir et t'entendre chanter comme Sylvester Stallone. Il n'y a pas de problème, mais si jamais vous faites poursuivre pour ce que j'ai dit, c'est pas mon problème. On va espérer que non. Donc, c'est toute l'équipe du podcast d'Equilibrium qui vous remercie d'avoir été avec nous aujourd'hui. La semaine prochaine, on va aborder le sujet du féminisme. Hier, c'était la journée de la femme au moment de cet enregistrement-là. Mhm. Donc, on s'est dit que c'était dans le bon thème, le bon moment pour en parler. Avec deux invités, parce que bien sûr, si on était 5 gars autour d'une table à parler du féminisme, ça serait peut-être un petit peu bizarre. Donc, on va avoir deux invités qui vont pouvoir apporter des points super intéressants à ce sujet-là. On a très hâte de vous en parler. Petite parenthèse, à l'extérieur des murs d'Equilibrium, Arcalux, qui est la boîte derrière le podcast, tient à souligner que dans les prochaines semaines, il y aura l'ouverture d'un blog où il y aura des critiques, des analyses, différents textes, des billets d'humour qui vont être publiés, tout en lien avec le cinéma. Et donc, Victor, qui était avec nous aujourd'hui, sera le chef de pupitre, donc en charge de ça. Donc, à surveiller dans les prochaines semaines. On peut dire rédacteur en chef, j'aime bien rédacteur en chef. Ouais, rédacteur en Moi, chef, j'avais ça va. directeur de blog en tête, mais écoute, tu peux prendre la forme que tu veux, là, tant que tu ne sors pas un Pokémon. Donc voilà, dans les prochaines semaines, ça risque de sortir. Donc encore une fois, on vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous cette semaine et on vous dit à la semaine prochaine. Bisous.